Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle François Allais, j'ai 21 ans et j'ai créé ce podcast il y a moins d'un an, en décembre 2017. Aujourd'hui, nouvelle saison et nouvel épisode avec Valentin Richard, le CEO de Coup d'État, plateforme dédiée à l'apprentissage de l'entrepreneuriat, au sens large du terme, à travers des conférences et des vidéos. Ma rencontre avec Valentin a eu lieu chez The Family en juillet dernier. Avec un ami, nous allions sur Paris pour assister à une conférence Coup d'État d'Oussama Ammar sur la thématique générer de la croissance. Malheureusement, et à cause d'une grève de train, Oussama n'a pas pu se rendre à Paris dans les temps, lui qui était à Nantes la veille pour une conférence. C'est donc Valentin qui l'a remplacé et a improvisé pendant 2 heures sur plusieurs thématiques liées à l'entrepreneuriat et la conception d'un produit. Quelques semaines plus tard, je le contactais sur Messenger pour l'enregistrement d'un podcast. C'est le 6 octobre dernier, chez The Family, que nous avons enregistré cet épisode. On parle de son parcours, de tous les projets qu'il a eus, de The Family, de Menu Next Door, de Coup d'État, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Et puis je vous rappelle également de vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Ciao, bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les locaux de The Family à Paris avec Valentin Richard. Salut Valentin. Salut. Alors pour te présenter un peu rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as 22 ans, tu gères Coup d'État. Donc voilà, tu as relancé la plateforme Coup d'État qui arrive le 17 octobre prochain, c'est ça ? Yes. Pour présenter un peu ton parcours assez rapidement avant qu'on aille plus en détail sur chaque expérience, tu as monté un premier blog en 2010 qui s'appelait Web Hunter, donc sur des sujets tech. Tu as monté d'autres projets aussi, Glass Stories, si je me trompe pas, consacré à l'utilisation des Google Glass. Également Speaker, conférence basée sur l'échange du savoir, c'est bien ça. Un premier pas chez The Family avec un stage. Et puis une startup Menu Next Door où tu étais CPO, donc Chief Product Officer. Donc on va commencer par directement la toute première fois, ta toute première expérience, ton premier blog Web Hunter. Qu'est-ce que c'était, de quoi ça parlait justement et comment t'as lancé ça en fait? Parce que t'avais 14 ans. J'avais 13 ans quand j'ai commencé. Ouais. J'avais 13 ans quand j'ai commencé ce truc-là. Putain, c'est marrant que tu parles de ça. Enfin. T'as fouillé, c'est sur mon LinkedIn. J'ai fouiné, voilà. En gros, j'avais 13 ans, ça faisait quelques temps déjà que je faisais quelques trucs. Enfin, j'avais appris à coder un peu. J'avais mon beau-frère en fait qui faisait un site d'actu sur l'équipe de foot du Portugal. Et ça cartonnait, tu vois. Et moi, c'était un peu genre mon grand frère, tu vois. Je me disais, vas-y, moi je veux faire comme lui, tu vois. Je veux faire un truc. Je veux faire un truc déjà et surtout je veux faire un truc un peu pas comme les autres, tu vois. Il y avait ce côté-là, j'étais au collège, j'avais pas envie de faire comme tout le monde et de juste rentrer et faire mes devoirs et puis ensuite jouer à la console et attendre. J'aimais bien ça aussi, mais j'avais envie de faire d'autres trucs, quoi. Et donc je me dis, si lui il a un site d'actu sur l'équipe de foot du Portugal qui est sa passion, moi il faut que je fasse un site d'actu sur ce que moi est ma passion. Et c'était tout ce qui était geek, culture geek, etc., high-tech, gaming. Enfin voilà, j'ai fait le melting pot de tous les blogs de l'époque. À l'époque c'était encore Corben et Presse Citron qui étaient sur le devant de la scène. C'était les seuls à écrire des trucs un peu intéressants. Et je me suis dit, vas-y, il y a une opportunité, je vais le faire, quoi. Et donc j'ai créé mon premier WordPress. C'était cool, tu vois, genre c'était hyper excitant, t'uploades des trucs en FTP. J'apprenais tout de Mathieu, du coup mon beau-frère qui était là et qui m'expliquait au fur et à mesure comment faire. Et puis le blog est né et puis j'ai commencé à écrire 1, 2, 3 articles par jour. Et en fait je m'arrêtais plus, tu vois, genre j'écrivais. Parce que je savais qu'il fallait du contenu et puis j'apprenais au fur et à mesure le SEO. Toutes les bases du web. web. C'est ça. Et puis genre je faisais du web design du coup. Genre j'ai appris plein de trucs en fait un peu tout seul selon les besoins que j'avais pour gérer le site et pour faire en sorte que ça marche. Il n'y a jamais eu une énorme audience, tu vois. Ça a été, c'était du 100 visites par jour, quoi. Des gens qui lisaient, mais ça n'a jamais été des fans. Il n'y avait jamais un commentaire. Enfin, c'était un peu le projet de chambre, tu vois. Et ce qui était marrant, c'est que à un moment, genre je reçois un mail, donc ça faisait peut-être 1 an que je faisais ça, et je reçois un mail d'un gars, quoi, qui me dit bonjour, on est une agence de presse, on a des contacts on a des clients comme Razer, SteelSeries, enfin tu vois, des grosses marques de gaming, et même ils avaient, je sais plus, ils avaient Samsung, je crois, ou enfin il y avait des trucs comme ça. Et ils me disent, du coup, on a vu votre blog, c'est cool, est-ce qu'on pourrait vous envoyer des produits pour que vous écriviez des articles sur le truc, tu vois.
Moi j'avais 14 piges, j'étais dans ma chambre, j'étais là genre bah ouais grave, tu vois. Vas-y, je suis trop chaud, tu vois, Ouais. genre envoie-moi des trucs quoi. Et puis donc il m'envoie un premier casque, je fais le test, j'écris un long article, ça faisait 6000 mots, j'ai fait un bel article, machin, ils étaient trop contents. Puis un deuxième truc, puis un troisième truc, et puis en fait je me retrouvais avec un balai incessant, mes parents comprenaient rien à ce qui se passait, tu vois, il y avait Ils des recevaient des colis. ouais, il y avait des camions UPS qui arrivaient tous les jours presque, tu vois. Avec des ordis, des téléphones, Cool. parce qu'à cette agence de presse, on en est rajouté une autre, puis après je allais les contacter moi-même. Et en fait, c'était assez intéressant parce que même si j'avais pas d'audience, ou très peu, Mhm. bah, en fait, ces agences-là, elles faisaient pas hyper bien leur job, elles checkaient pas trop enfin, les chiffres ni rien, tu vois. C'était les premiers pas de l'influence marketing. Ouais, etc. complètement, complètement. Et c'était les grosses marques un peu modernes qui le faisaient. Mhm. Et ouais, moi j'avais quasiment rien comme audience. Enfin, si, un article, il était quand même un peu lu, tu vois, mais c'était pas la grosse valeur. Mhm. Et je me retrouvais invité à toutes les soirées. Donc moi, ouais, j'avais 14-15 ans, et j'étais là dans des soirées où ça buvait du champagne. Il y avait tous les influenceurs de Ouais, de l'époque, tu l'époque, vois, qui étaient Qui là. étaient très nombreux. J'avais été invité par Samsung à faire des events où ils présentaient tous leurs produits, tu vois. Donc c'était des salons, mais pas très grands, tu vois, mais il y avait peut-être, je sais pas, 300 personnes. Et c'était un salon où moi j'arrivais parce que je voulais parler de geek high-tech, donc smartphone, machin. J'arrive là-dedans et en fait il y avait les smartphones, les ordis, les trucs, et puis il y avait aussi les machines à laver Samsung, les frigos, et en fait c'était un truc énorme où ils invitaient tous les influenceurs qu'ils pouvaient toucher et pour que ça fasse un max d'articles, et ils étaient vachement en avance quoi, parce qu'aujourd'hui tout le monde est là, genre les startups du moment elles font ça, c'est des coups de génie et tout, en fait les gars le faisaient déjà à l'époque quoi. Mais donc ouais, bonne expérience, c'était marrant, ça m'a permis de voir ce que c'était de faire de la relation presse, mais plus du côté presse que du côté relation. Mhm. Ouais. Et c'était hyper marrant, et puis tu vois quoi, en tant que blogueur, en fait, t'es vite traité comme une source de valeur gigantesque, même si c'est pas forcément le cas, et ça a peut-être changé maintenant. Ouais, mais... parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir influenceurs. Bah ouais, et, c'est ça, c'est ça. et du coup, ouais, Et à c'est l'époque, pas- c'était hyper marrant, ouais. C'était hyper marrant. Puis il y avait ce truc de j'ai commencé pour faire quelque chose que les autres gens faisaient pas. Mhm. Au début, enfin, tu sais, c'était une époque où j'avais un peu une revanche à prendre sur la vie, je pense, Ouais. tu vois, genre c'est pas une énorme revanche, genre ma vie est pourrie et je vais Ouais. leur montrer à tous, tu vois, mais je lançais ce site-là, les gens disaient mais pourquoi tu fais ça, ça a pas de sens, Oui, ça non, marchera c'est clair. pas, un truc comme ça. Et puis en fait, quand tu te retrouves à avoir des téléphones et qu'on te les laisse et que tu as des ordi gratos et que tu fais plein de thunes, bah à l'époque quand t'as 14 ans, tu te dis On ouais, commence à trop cool quoi. s'intéresser à tiens, Ouais, trop cool, tu vois, il y a des finalement, trucs. c'est pas trop Tu mal. vas à Paris, j'étais en banlieue parisienne, tu vois, donc Ouais. j'allais à Paris pour des événements, donc c'était tout un truc, tu vois, j'allais à la ville, quoi. Ouais, Et donc ouais, il s'est passé plein de trucs, c'était cool. ok. Après, en termes d'autres projets, t'as eu un peu une expertise sur la Google Glass. Ouais, D'où c'est venu c'est vrai bah, qu'à l'époque, il y a eu une petite hype dessus. ouais, grave. Bah en fait, c'est ça enfin, donc il y a eu Web Hunter, Ouais. ça a duré en tout 5 ans, mais bon, c'était allez, 4 ans, quoi. Ouais. Et donc j'avais 17 ans, c'était juste l'année où je devais passer le bac, enfin c'était la fin de mon année de première du coup. Ouais. Et donc ça faisait un moment que je faisais Web Hunter, que ça décollait pas trop, et malgré tout ça, malgré le fait d'avoir plein de matos et d'être content, et voilà quoi, Je commençais à être lassé un je peu. commençais à me lasser un peu, et puis tu vois, quand t'écris 3-4 articles par jour, et que tu fais 100 visites par jour, tu te dis que c'est parce qu'il y a un problème, tu vois. Mhm. Genre, soit c'est parce que t'écris mal, et en fait c'est pas intéressant ce que t'écris, soit c'est parce que il y a trop d'autres blogs, et t'arrives pas à te faire connaître par rapport à eux, et parce que j'avais envie de pousser pour faire connaître, etc. J'en sais rien. Et à l'époque, j'avais un contact qui s'appelait Sylvain, d'ailleurs, que j'ai connu que par mail, tu vois. C'était un peu mon pote in-game du blogging, quoi. Ouais. Et, ce mec-là, en fait, lançait plein de blogs, et c'était genre Samsung Galaxy S1.fr, Samsung Galaxy S2.fr, Ah ouais. iPhone C'était pour 4.fr. le SEO, ça. C'était que pour le SEO. Le gars faisait des blogs où il écrivait blindé d'articles sur Expert, ouais. un sujet, tu vois. Du coup, quand tu tapais Samsung Galaxy S4 Ouais. sur Google, tu tombais sur lui, et il faisait des pubs, et il vivait de ça, tu vois. Il vivait que de ça. Et un matin, je me lève, et je vois une vidéo sur YouTube, des Google Glass, justement, la vidéo de démo, tu sais, la toute Oui. première,
Qui vendait du rêve, quoi. Qui vendait du rêve, exactement. Où c'était pas comme le vrai Ouais. truc, tu vois. Mais bon. Et c'était ouf, tu vois, parce que c'était donc cette vidéo-là où la personne se lève le matin, elle baille un Voilà. coup, il y a écrit bonjour, bienvenue dans ta vie, c'est super, réalité augmentée, fais ton café, attention, ton café est à 68 degrés, tu risques de te brûler, enfin tu sais, le truc Ouais. de malade, quoi. Et le GPS en réalité augmentée où Mm. tu suis la flèche dans la rue et tout ça, donc j'étais là, genre, comme un ouf. Si ce truc-là, ça marche, et j'étais un gros fan de Google à l'époque sur toutes ces technos-là, si ce truc-là, ça marche. Il faut que je me mette dessus, quoi. Donc Ouais. j'achète lunettegoogle.fr. Je fais comme Sylvain, j'achète le nom de domaine. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont taper, tu vois, quand ils vont chercher ce truc-là. Ouais. Ils vont taper lunettes Google, c'est sûr, tu vois. J'achète ça, j'écris 6 articles par jour. Donc j'avais un rythme un peu. J'étais en vacances, du coup, parce que c'était l'été. Mhm. Et j'avais un rythme où je me levais à 11h, midi. J'écrivais 6 articles tout l'après-midi. À 18h, je retrouvais mes potes et je jouais à League of Legends jusqu'à 3h du mat et je recommençais, tu vois. Un beau programme. C'était un beau programme, ouais. C'était assez marrant. Mais donc en fait, ça m'a permis d'avoir une routine où je me posais même pas la question. En fait, je faisais qu'écrire tout le temps. Et comme j'avais accumulé un peu de connaissances en SEO et tout ça avec Webhunter, bah, je suis passé très vite de 0 à 40 000 visites par mois. Avec tous les sites officiels, les Qui France ramenaient Télé et tout l'audience, ça, qui sur les disaient sites de allez base, voir les experts, Ok. les experts lunettegoogle.fr. J'avais pris la page de Wikipédia et j'avais mis une référence genre site non officiel de Google Glass en France, et du coup ça m'a amené du trafic. Enfin tu vois, j'avais vraiment Ouais. trouvé tous les endroits où je pouvais mettre des liens et parler de moi. J'avais bourriné, quoi, et donc ça avait bien marché. Et donc ce blog là commence à bien prendre, et en gros ça s'est transformé en ma première vraie aventure entrepreneuriale, tu vois, après, parce que j'ai fait mon entretien en fait pour rentrer à l'école. Donc Ok. je voulais faire une école après mon bac. Ouais. C'était une école qui s'appelle la Web School Factory, Mhm. qui est une très cool école, et qui était une école assez récente en fait. C'était moi, quand j'ai fait mon entretien, il n'y avait qu'une promo. Donc j'étais Ok. la deuxième promo Ouais, à ça venait rentrer d'être- à la C'est Web School. l'émergence des écoles du web. Ouais, exactement. On a vécu c'était la le même tout début. chose. Ouais, ouais, complètement. Et c'était hyper intéressant comme phénomène avec du recul. Moi, j'étais là, j'allais faire des salons de l'étudiant avec mes parents. Ma mère me traînait dans les trucs. Va trouver ton école. Et moi, j'étais là, genre non, je vais écrire des articles, tu vois. J'ai vécu la même expérience. et du coup, genre, je fais mon entretien. Et donc, il y avait le directeur de l'école qui faisait l'entretien, et avec lui, un des étudiants de la promo. Avec qui on commence à tchatcher en mode c'est trop cool, lunettes Google, j'adore les Google Glass. D'ailleurs, je fais un meet-up à Paris, Paris Android Developer Group là, Ok. ou enfin, c'est un truc comme ça, je sais Ouais. plus. Et genre il me dit ouais, j'y vais, et il y aura des Google Glass et tout ça. Donc moi j'étais là dans ma banlieue parisienne à Perpète, à le voir en photo en train d'utiliser des glaces, et j'étais là genre vas-y, c'est trop bien, Paris, il y a trop d'opportunités. Voilà, et donc je lui envoie un message à un moment et je lui dis est-ce que tu veux qu'on s'associe et qu'on bosse ensemble sur ce truc-là, quoi, et qu'on transforme Lunettes Google, le blog qui a une notoriété, où il y a une audience, il y a quelque chose qui se passe, en quelque chose d'un peu plus concret, tu vois. Et donc on se lance et on commence par prendre la meilleure opportunité qui s'offrait à nous, qui était Google avait lancé son programme Glass Explorer là. Ouais. Donc ils avaient demandé aux gens de tweeter avec un hashtag If I had glass, Ouais. I would do that, tu vois, parce qu'en fait le gros problème de cette tech, c'est que c'était qu'une tech et Oui. qu'il n'y avait pas d'usage, tu vois. Et donc ils ont essayé de demander aux gens et si vous aviez des lunettes sur votre nez avec un écran qui vous fait loucher et qui vous fait ressembler à un mec bizarre, qu'est-ce que vous en feriez pour que ce soit utile, quoi. Donc déjà c'était un genre, aujourd'hui je le verrais, je me dirais que c'était mal parti, tu vois. Mais à l'époque, je me dis, attends, trop cool. Et donc, on contacte en fait les 1500 personnes qui ont gagné ce concours à la chaîne sur Twitter. On leur dit, salut, est-ce qu'on peut faire une interview de vous? Et plein de gens disent oui. Et on commence à interviewer en fait en live sur YouTube plein de gens qui avaient des glaces en anglais. Donc, je me retrouve dans le salon du gars, donc Joss là. Je me retrouve avec qui je m'étais associé. Du coup, je me retrouve dans son salon chez ses parents en plein été à Paris. J'avais jamais été à Paris de ma vie, ou presque, tu vois. Je me retrouve à vivre à Paris avec lui, à faire tous les jours à 23h parce qu'ils étaient aux États-Unis tous, donc il fallait se caler sur leur heure, c'était 17h pour eux, à faire un live sur YouTube. Il y avait entre je sais pas 200 et 1000 personnes qui regardaient, et je me suis retrouvé à parler anglais avec des Américains. Les premières interviews, je comprenais rien qu'ils disaient, donc j'étais là genre ok, yes, so next question, tu vois. J'étais là genre je me démerdais, quoi. Puis en fait ils étaient tous hyper contents jusqu'à ce qu'on contacte une énième personne pour faire une autre interview, tu vois.
Et parce que c'était hyper intéressant en fait. Il y avait plein de gens, on a interviewé des chirurgiens qui opéraient avec des glaces et qui transmettaient à leurs étudiants en live, des coachs sportifs. Enfin, il y avait plein de gens qui utilisaient les glaces pour plein de choses et on apprenait vraiment ces usages-là. Et on évangélisait complètement le produit pour Google, tu vois. Et donc un jour, on contacte une énième personne qui nous dit, elle s'appelle Chara, et elle nous dit, elle nous dit, ouais, j'ai entendu parler de vous. Il y a plein de gens dans la communauté Glass Explorer qui m'ont parlé de vous. Est-ce que, ouais, je suis chaud de venir faire l'interview à Paris. On lui fait, ouais, tu vas venir quoi, genre what the fuck, tu vois, genre c'est loin, qu'est-ce que tu vas faire? Elle nous dit non, mais j'adore ce que vous Des faites. États-Unis à Paris? Elle habitait en Alabama. Ah là, ok. Et donc, ouais, des États-Unis à Paris. Et elle nous dit, ouais, je peux être là dans 3 jours, tu vois. Je prends l'avion, je peux être là dans 3 jours. Alors, on était là, genre, what the fuck, tu vois. Et donc, on appelle notre mentor de l'époque, qui était un gars qui était prof dans notre école et qui était hyper cool, qu'il est toujours d'ailleurs. Et on lui dit, elle arrive dans 3 jours, il faut qu'on fasse un meet-up, on invite 50 personnes, ça nous paraissait énorme, tu vois, à l'époque. On invite 50 personnes, on fait tester les glaces et tout, on fait un max de bruit, il faut qu'on profite de ça pour faire rayonner Lunettes Google, rayonner Glass Stories, du coup, qui était la série d'interviews là. Et il faut absolument qu'on fasse ça, quoi. Et il nous dit, écoutez les gars, 3 jours, c'est chaud, quoi. Genre, vous avez rien du tout, vous avez pas de salle, vous avez pas ce que vous voulez. Repoussez un peu. Donc on dit à Chara, du coup, bon écoute, on veut bien que tu viennes, ce serait très cool que tu viennes, mais donne-nous 15 jours, quoi. Et donc on prend les 15 jours, et là s'entame un balai incessant dans tout Paris pour trouver une salle. Donc on a fini par trouver une salle chez Faber Novel, pour trouver du matos d'enregistrement, pour trouver les gens qui allaient nous fournir la bouffe. On a rencontré des gens qui vendaient du champagne pour des événements start-up, donc on a eu du champagne pas très cher pour l'événement. Voilà, on trouve 50 personnes qui viennent au meet-up, et on organise du coup le premier meet-up en France où les gens pouvaient tester les glaces en dehors d'un contexte développeur, tu vois. Okay. Donc un contexte usage. Donc en fait on a passé un week-end à tester les glaces à Paris en mode touriste, tu vois. On a pris plein de photos, plein de vidéos, on a tout live tweeté, genre on a produit énormément de contenu, et à la fin on a fait ce meet-up où on a raconté avec des slides, salut, voilà ce que c'est les glaces, voilà comment on s'en est servi pendant ce week-end, voilà à peu près ce qu'on peut en faire, et puis tout le monde teste un par un, tout le monde fait la queue, tu sais, un peu genre Panoramix qui distribue de la potion magique, quoi. Allez, tiens, tu peux mettre les glaces pendant 30 secondes, ah c'est super, non, toi t'es tombé dedans quand t'étais petit, enfin, le bordel, et c'était trop cool parce que c'était le premier événement que j'organisais. C'était la première fois que je parlais en public. Et le stress des deux combiné te fait une poussée d'adrénaline de malade. Et j'ai trop kiffé, quoi. Genre, c'était vraiment ouf. Et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de faire beaucoup plus de conférences après. Et du coup, de lancer Speaker. Mais Speaker, c'est venu un peu plus tard, en fait. Parce que ça s'est arrêté après. La boîte s'appelait Human Glass. Du coup, et on faisait Lunettes Google, Glass Stories. Et d'autres trucs. Un hub de différents ouais, c'est projets. ça. Le but, c'était un peu de faire un média, tu vois, qui parlait de réalité augmentée et Google Glass, machin. Et puis, en fait, quand on est rentré à l'école, les chemins de Joss et moi se sont un peu séparés et on n'a pas réussi à forcément s'entendre sur notre façon de travailler parce qu'on avait les études à manager en même temps. Et donc, on s'est un peu frité, quoi. Ça arrive, ouais, c'est le principal problème en fait auquel tu fais face, c'est les gens avec qui tu bosses, quoi. Donc on s'est un peu frité. Je me rappelle très bien du moment où je l'ai quitté, tu sais, genre c'était vraiment comme ça, c'était vraiment comme un couple, tu vois, la rupture, quoi. Et j'étais mal, quoi, probablement plus que lui d'ailleurs. Et j'étais là genre bon ok, bah j'arrête. On était en train d'organiser le premier hackathon européen sur les Google Glass, donc ça commençait à prendre un peu d'ampleur. On avait des grosses boîtes qui nous demandaient des conférences, on avait pas mal de trucs, tu vois. On rentrait du cash avec le site, enfin c'était intéressant. Mais je me suis dit bon, j'en peux plus, ça marche pas, j'arrive pas à m'entendre. On prend des décisions stratégiques qui moi correspondent pas à mon éthique. On commençait à bosser avec des gens avec qui j'avais pas envie de bosser, que je sentais pas, et Joss était là genre ouais mais si c'est trop bien, c'est une bonne opportunité, et puis ça collait pas avec qui j'étais, quoi. Et du coup genre au bout d'un moment je me suis dit soit je fais un putsch et je dis écoutez c'est mon truc, vous me faites tous chier, laissez-moi gérer comme je veux, ce que j'avais pas trop envie de faire et je pense que j'avais pas assez confiance en moi pour le faire à l'époque, soit je me tire, quoi. Je me tire, je peux pas le faire. Donc voilà, on a arrêté ce truc-là et je me suis mis à fond dans mes études. Ok. Et
J'ai fait 2 ans d'école et puis après je suis parti. Ouais. Et du coup, ton projet Speaker, donc c'était des conférences basées sur l'échange du savoir. Ouais. Bah, en fait, ça consistait en quoi du coup bah, si tu veux, j'avais ce truc-là de. J'avais kiffé parler en public. Ouais. J'avais vraiment adoré ça et de manière générale, parler, c'est un truc que Ouais. j'aime bien faire, tu vois. D'ailleurs, C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, ouais, c'est pour ça qu'on est là et tu me dis si jamais je parle Non, trop. Et j'avais vraiment trop kiffé ça, tu vois, le côté t'es sur scène, il y a des gens qui te regardent, c'est un peu égocentrique et de se dire ça, mais c'est vrai quoi. Genre, il y a un moment où des fois avoir l'attention braquée sur toi, ça fait plaisir, tu vois. Et là, ça faisait du bien, tu vois, et du coup, genre, j'avais envie d'en refaire tout le temps. Et donc, j'ai créé ce cycle de conférences où je me suis dit, on va prendre les grands sujets sociétaux, presque futurologie, tu vois, du moment, et on va en parler dans des conférences où le principe, ce sera pas un speaker qui délivre son savoir aux gens, ce sera un speaker qui vient, qui expose son point de vue sur la question, et ensuite les gens peuvent débattre dans l'audience avec la personne. Ok. Et donc, j'ai commencé par le sujet qui m'intéressait le plus à l'époque, qui était le transhumanisme. Et en fait, donc je m'étais dit, je vais faire le transhumanisme, puis je vais parler de robotique, puis je vais parler d'IA, puis je vais parler de conquête spatiale. Enfin, c'était déjà des sujets. Enfin, aujourd'hui, c'est encore les Elon Musk. ouais, mais pas que, tu vois. Genre, pour moi, il y a 6 sujets fondamentaux dans la société aujourd'hui qu'il faut traiter. Et c'est des sujets qui m'ont toujours passionné, tu vois, qui sont un peu hors de ma portée. Parce que je peux pas m'y attaquer maintenant, bref. Et donc je lance cette conférence sur le transhumanisme. Il y avait peut-être 40-50 personnes à cette conférence, c'était cool, tu vois. Et donc j'avais fait venir 3 personnes qui parlaient de... donc moi, toute ma thèse, c'était le fait que en fait, on est déjà un peu transhumain dans le sens où on a tous un téléphone dans notre poche et qu'on a accès à Internet constamment, au savoir collectif, et que si maintenant tu retournes il y a 300 ans, que tu remontes dans le passé il y a 300 ans, t'es un demi-dieu, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que ça fait pas de nous des transhumains dans le sens où si on n'a pas notre téléphone, est-ce qu'on se sent complet? Et en fait, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin juste d'une puce dans le bras pour avoir un côté transhumain? Enfin, voilà. Et cette conf cartonne, et en fait, on me demande de la refaire partout, quoi. Et donc Speaker s'est transformé d'un truc où je devais faire plein de sujets différents à un truc où en fait j'ai répété ma conf une bonne 10, une quinzaine de fois, quoi. Sur la même thématique. Sur la même thématique, et où en fait à chaque fois ça s'enrichissait, j'apprenais des nouvelles choses, je progressais, et puis en fait j'ai vraiment adoré parler en public et je faisais que ça tout le temps. Puis j'ai fait d'autres sujets de conférences et puis ça s'est enchaîné. Et puis jusqu'à un moment où en fait ça m'excitait plus tant que ça. J'avais toujours envie de parler sur scène et tout, mais en fait je me sentais un peu limité dans mes sujets. J'avais toujours le truc de courir après les gens pour qu'ils viennent aux conférences, tu vois. Tout ce qui concerne l'événementiel, l'organisation des ouais, bah, à la limite l'organisation, tu vois, ça me gêne pas, tu vois. Là aujourd'hui avec Coup d'État, on organise des trucs. Là, notre problème, par exemple, pour le 16 octobre, où je donne une conférence ici à The Family le 16 octobre, c'est qu'il y a trop de gens, tu vois. Du coup, effectivement, c'est le bordel, t'as des problèmes d'organisation, t'as des trucs de logistique événementielle, comment on va gérer la bouffe, comment on va gérer le placement des gens. Là, on est 125 inscrits, j'ai encore envie de pousser, tu vois, le lieu est grand, mais après, comment tu fais pour gérer le catering pour 150 personnes, parce que les gens vont rester sur place, mais c'est des bons problèmes. Genre, c'est les problèmes que ça me dérange pas de les régler, tu vois, du tout. Genre, c'est cool, tu vois. Par contre, quand ton problème, c'est l'événement c'est demain, j'ai que 10 personnes inscrites, je vais donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent me voir, bah, c'est moins intéressant, tu vois. Et encore une fois, tu te poses la question, en fait, un peu comme pour Webhunter, tu te poses la question de est-ce que c'est l'univers qui est contre moi et qui m'empêche, ou en fait est-ce que c'est moi, genre juste les conférences elles sont pas assez intéressantes, j'invite pas les bons speakers. C'est toujours la problématique quand on lance un projet, qu'on voit pas trop l'audience augmenter rapidement. Tu te demandes est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est des raisons extérieures, tu vois. Et en fait la plupart du temps c'est de ta faute. Parce que tu peux influer sur les éléments extérieurs pour arriver à une espèce de connexion entre tout, quoi. Ce dont aujourd'hui on parle comme un product market fit, tu vois. Mais à l'époque, j'avais aucune notion de ça et je savais pas trop par où commencer et comment tu fais pour attirer des gens. J'avais le SEO que je connaissais bien qui fonctionnait, mais sinon, à part ça,
le bouche à oreille c'était pas ça, enfin genre ça c'était un peu compliqué, tu vois, et il y a un moment où en fait tu te poses la question à toi-même. Je suis un peu conscient du job qu'il faut faire pour faire en sorte que ça marche, qu'il y ait des gens à mes conférences, que ce soit intéressant, etc. Est-ce que j'ai envie de faire ce job? Est-ce que ça m'excite en fait au quotidien de me lever et d'être en train d'aller harceler des gens pour qu'ils viennent à la conférence le lendemain jusqu'à ce que ça marche et que ça prenne et que X truc se passe pour que ça fonctionne, tu vois? La réponse c'était non, du coup j'ai arrêté, quoi. Ok. Et c'est un peu une règle dans ma vie, c'est que quand il y a un truc qui me fait chier, quoi, où je m'amuse plus et où je vois que même dans le meilleur des cas, dans le cas où le projet marche, où tout fonctionne, et si ça m'amuse pas, je le fais pas, quoi. Ouais. Parce que je pense que c'est plus important de se marrer que d'avoir un truc qui marche, tu vois. C'est un truc perso, mais... Je suis d'accord avec toi. Après, du coup, donc, tu as fait 2 années d'études, Ouais. tu t'es arrêté, et après, tu as eu un stage chez The Family, c'est Ouais. ça? Donc, un premier pas chez The Family. Donc, The Family, on ne sait jamais trop comment décrire cette structure. On peut dire que c'est un accompagnateur de start-up, une famille d'entrepreneurs, ils Ouais. aiment bien dire ça. Ça, c'est bien, ouais. Voilà. Tu as fait un stage de 2 semaines, c'est ça? Non? En fait, à la base, ça devait être un stage de 6 mois, 6 mois? et ça a fini en 2 semaines, ouais, en gros. Ok. Mais en fait, enfin, pour mettre un peu de contexte, du Ouais, coup, par sur rapport le process. sur comment Ouais. je suis rentré là et comment je les ai découverts et le point de vue que j'avais de l'extérieur, tu vois. En gros, j'étais donc à l'école. Comme je te le disais juste avant, j'avais mis toute mon énergie dans mes études parce que j'avais plus rien d'autre en fait. J'avais plus de projet, et quand j'ai plus de projet dans ma vie, il faut que je m'accroche à quelque chose et que je force comme un bœuf sur un autre sujet. Donc je commence mes études, je me mets à fond dedans, dans la vie de l'école, dans tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que tout ce que je donnais, ça m'était pas forcément rendu, tu vois. Ou en tout cas, je recevais pas, pas rendu, c'est pas le truc, mais je recevais pas assez de satisfaction de l'école et d'avoir des bons résultats. Je me démerdais pas mal, tu vois, même plutôt bien, quoi. Mais ça m'excitait pas, tu vois. Et progressivement, en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. J'ai commencé à parler aux autres gens, ouais, mais venez, on quitte l'école, on va monter les trucs, parce que j'ai toujours eu ce truc depuis que j'ai vu The Social Network, Ouais. le film sur Facebook, où je m'étais dit, tu vois, dans la lignée de je veux pas faire comme les autres, je me suis dit, moi je vais arrêter mes études avant la fin pour aller monter une boîte qui marche, c'est sûr, tu vois. J'en étais convaincu. Et en fait, j'aurais considéré ça comme un échec de finir mes études. Ok. Genre, je le voyais vraiment comme ça à l'époque, tu vois. Et donc, j'étais en train d'essayer de convaincre les gens parce que forcément, quand tu as été un peu premier de la classe pendant toute ta vie, que tu es quand même plutôt bon aux études, que tout le monde autour de toi, dans ta famille, tes proches et tout, te disent ah, c'est super, t'es hyper académique, tu colles bien au système, bravo, félicitations. Et que toi, t'as ton cœur qui te dit il faut absolument que tu te tires de ce système, ça te fait du mal, même si tu te démerdes bien et que tu passes à travers les mailles du filet, en fait, ça te fait du mal et t'aimes pas ça. Prendre la décision d'arrêter ça et de dire à ta famille j'ai arrêté mes études, c'était pas forcément évident, tu Non, vois. c'est clair. Et ce qui m'a aidé, du coup, c'est de découvrir The Family. Parce que à l'époque, il lançait Coup d'État. La boucle est bouclée, tu vois. Coup d'état on demand. Même pas. Il lançait Coup d'État, la formation Ok. en physique, tu vois. Donc c'était 6 samedis, 2500 €, 6 samedis, tu venais et t'apprenais des trucs avec Oussama, tu vois. Et je vois, enfin, en fait, c'est pendant un cours. C'était pendant un cours à l'école, justement. Ça prouve encore une fois que c'est une bonne école, tu vois. Ouais. Ils étaient très connectés à l'écosystème. Enfin, c'est une très très bonne école, hein. Et pendant un cours, j'ai un prof qui nous fait un récapitulatif en fait de tout ce qu'il y a dans l'écosystème parisien de la tech et de l'innovation et tout ça. Et donc il nous dit voilà, donc ça c'est Numa, ça c'est machin, la mutinerie, la machin et tout. Et il donne une petite explication pour chaque truc, tu vois. Je sais plus ce qu'il avait donné d'autre comme exemple. Mais enfin, il explique voilà, Numa c'est un accélérateur de start-up, faut aller les voir si vous avez un projet, machin, truc, machin. Et il fait ça, c'est The Family. Si vous voulez devenir le prochain Facebook, vous allez les voir eux.
Donc moi, tic, dans ma tête, c'est l'ampoule au-dessus de ma tête Ouais. et je fais, je vais aller les voir eux, tu vois, genre, c'est ça que je veux faire, tu vois, dans ma vie, c'est faire un truc de malade, tu vois, c'est, comme dirait Oussama, c'est être légendaire, tu vois, c'était ça le but, quoi. Et puis bon, le temps passe, machin, et puis je finis par un jour, une pote me traîne ici chez The Family pour une conférence d'Oussama, où je me pointe, et c'était une conférence sur peut-on entreprendre en étant étudiant. Ah. Si tu veux, c'était un on point, quoi. Que j'ai vu Genre, sur YouTube. Ouais. ouais. Et, genre, donc je viens là, machin, le lieu est hyper impressionnant, ça fait un peu secte, tu te sens pas hyper bienvenu, et c'était corrélé avec le fait que tous les gens autour de moi à qui je parlais de The Family et tout ça me disaient ah ouais, c'est vraiment des connards, ils acceptent pas tout le monde, ils sont élitistes. Machin. Et moi j'étais là genre bah ouais c'est bien tu vois. Ouais ils sont élitistes mais ils sont pas élitistes parce que t'es un gosse de riche et que tu rentres parce que t'as mis des sous. Ils sont élitistes parce que ils prennent qui ils veulent en fait. Ils prennent qui ils veulent sur des critères qui ont l'air subjectifs. Et en fait tous les gens qui aiment pas The Family c'était les gens qui s'étaient fait refuser l'entrée tu vois. En tout cas à l'époque c'est moins vrai maintenant mais en Ils tout se cas à démarquent l'époque sur leur style aussi. ouais Enfin, clairement, sur leur com, etc. C'est ouais complètement. c'est différent des acteurs plus. Ouais. Il y avait c'était clivant quoi. C'était clivant Ouais, et je trouvais ça cool d'avoir des gens qui disaient des trucs qu'ils pensaient vraiment au risque de se faire des ennemis mais de gagner aussi des amis tu vois. Et j'adorais cette philosophie là. Donc je me pointe à la conférence peut-on entreprendre en étant étudiant et j'étais fou quoi. J'étais fou, j'écoute Oussama et je fais putain mais ça c'est ce que je répète à longueur de journée à tous mes profs, à mes parents, à tous mes amis etc. C'est trop cool, ils pensent comme moi, et après ils passent une demi-heure à dérouler sur ce cheminement de pensée-là, et à creuser beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais jamais pu faire, tu vois. Et j'étais là genre, waouh, mais c'est dingue, tu vois. Un des trucs qui disait justement, tous mes profs ne faisaient que me répéter constamment, ouais, mais reste à l'école parce que c'est bien, c'est un bac à sable, si tu foires ton projet, t'as pas de risque. Et j'étais là genre, ouais, exactement, c'est pour ça que je veux partir, quoi. Parce qu'en fait... je fais pas les trucs à fond. Si c'est pour pas prendre de risques, j'ai pas de pression, je vais rien faire, tu vois. Et, et donc voilà, donc je fais cette conférence, je kiffe trop, tu vois. Puis après je me dis vas-y, je vais aller parler aux gens après la conférence. Puis en fait je me suis retrouvé à errer dans The Family et à essayer de croiser le regard des gens qui se parlaient tous déjà. Et puis bon, je suis reparti sans parler à personne, quoi. Puis j'ai enchaîné en fait, j'ai fait 2 confs de The Family par semaine, je venais tout le temps. À chaque fois je me disais je vais parler aux gens et je parlais à personne et je faisais que errer une demi-heure parce que j'étais tout timide et j'osais pas trop aborder les gens et tout le monde me paraissait improbable et genre c'était dingue, tu vois. Ouais. Et puis à force de tergiversation et de tanner mes parents, je veux arrêter mes études, parce que j'étais arrivé à un point où c'était plus tenable. Genre les gens se posent la question, j'ai des gens qui viennent me voir, tu vois, et qui me demandent je suis pas hyper bien à l'école, j'ai envie de faire des trucs, est-ce que je devrais partir, tu vois. Et souvent je dis non en fait. Souvent je dis non, reste-y parce que c'est moi quand je suis parti, j'ai pris la décision parce que quand je me levais le matin, j'avais la boule au ventre d'aller en cours toute la journée. Quand je rentrais le soir, j'avais la boule au ventre de devoir y retourner le lendemain. Et je passais mes journées à errer dans les couloirs et à écouter, à dormir à moitié en cours ou à bosser sur d'autres projets. Et je sentais que je tirais rien de ce pourquoi j'étais à l'école, tu vois. J'avais emprunté 40 000 balles pour payer cette école. Je sentais que mon argent, il était pas investi au bon endroit et que je m'emmerdais, quoi. Tu vois, je m'emmerdais. Justement, comment tu fais quand t'empruntes justement 40 000 euros Ouais. pour refaire tes études Ouais. et qu'à un moment donné tu te dis mais en fait j'ai pas du tout envie de faire ces études, mais derrière t'as quand même un risque Ouais, il y a un financier risque où financier, à un moment ouais. donné faudra payer le prêt, quoi. Ouais. Et à quel moment justement tu te dis je m'en fous, je me casse, quoi. Bah, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai connu l'école, justement, c'était sur un salon où il y avait un des directeurs qui parlait en fait de l'école et qui expliquait le truc et qui avait dit un truc assez intéressant sur justement le financement de l'école. Il avait dit faites un prêt à la banque parce que de manière générale dans la vie, une des règles, c'est qu'il vaut mieux valoir de l'argent à son banquier qu'à sa mère. Et j'étais là genre, ouais c'est vrai, tu vois. Et en fait, il avait totalement raison, parce que le jour où j'ai dit à mes parents, je vais arrêter l'école, c'est acté,
vous avez pas le choix, fondamentalement, tu vois. Ils étaient pas complètement contre, mais ils étaient pas non plus complètement pour, tu vois. Mais je leur ai dit, maintenant c'est sûr, quoi. Bah, je devais pas d'argent à ma mère, tu vois. Je leur ai dit, de toute façon, ils m'ont dit, et ton prêt? Et j'étais là, genre, ouais, bah, c'est mon prêt, quoi. C'est mon prêt et je le rembourserai. Et j'ai toujours eu cette conviction que de toute façon, je ferais des trucs dans ma vie, tu vois. Genre, et que je ferais des trucs qui me rapporteraient de l'argent. L'argent occupe une place très très faible dans ma vie. Je m'en fous vraiment de l'argent, tu vois. Ça m'émeut pas du tout, quoi. Mais par contre, j'adore dépenser de l'argent et j'adore bien vivre, tu vois, genre ça c'est sûr. Mais donc j'ai toujours eu la conviction que je ferais des trucs qui rapporteraient de l'argent. J'étais déjà dans un milieu où il y avait quand même beaucoup d'argent brassé, les startups, tout ça. J'ai jamais douté sur ça, donc je me suis dit, bon, le prêt, un jour je le rembourserai cash, quoi. Tu vois, et c'est pas un problème. Et de toute façon, comme ça faisait 2 ans que je faisais l'école, il me restait 3 ans. Donc tu avais tous les gens qui me disaient, ouais, mais allez, il te reste que 3 ans, t'as déjà fait 2 ans, tu devrais pousser pour aller jusqu'au bout. Tu vois, j'étais là, genre, mais t'es ouf, ça fait 2 ans, je suis en train de mourir, je vais pas faire 3 ans de plus, tu vois, genre, c'est quoi ce conseil débile, tu vois, genre, ouais, accroche-toi jusqu'au bout. Mais non, j'ai pas envie de m'accrocher, tu vois, genre, si je m'accroche, je vais me détruire, tu vois, genre, Et, et donc, ouais, à force de discuter avec mes parents de tout ça, qui m'avaient suivi, en fait, la grosse chance que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir des parents qui, depuis le début de Web Hunter, même un peu avant, me soutiennent. Et quand je leur montre un truc tout naze, tu vois, genre un site en HTML avec un lien hypertexte et ça ressemble à juste une page avec un texte noir et un lien bleu fluo, ils te disent ah, c'est cool. Tu sais, comme le gamin qui vient et qui a dessiné avec son feutre comme ça, tu vois, ils te disent ah, c'est cool. Toi, t'es là, genre, ouais, j'y ai passé 6 heures, tu vois, et ils sont là, genre, ah, bah super, vas-y, continue, ça va devenir bien. Et en fait, finalement, 10 ans plus tard, c'est bien, tu vois. Mais cette petite graine, si mes parents l'avaient pas arrosée, je suis sûr que je serais pas là où j'en suis maintenant, tu vois. Et donc, comme ils m'ont suivi sur tout ce cheminement-là, et qu'en plus ils m'ont suivi sur toute la phase où j'en pouvais plus d'être à l'école et que c'était vraiment insupportable, le côté académique, le côté partiel, le côté travail en groupe avec des gens qui n'avaient pas envie de travailler, donc en fait fallait tirer les autres vers le haut, je sais pas quoi, enfin il y avait plein de trucs que j'avais pas envie de faire, quoi. Et enfin, en tout cas pas sur ce modèle là. Et donc quand je leur ai dit je vais arrêter, ils m'ont dit ok, quoi. Et en fait avoir l'aval de mes parents sur ça a rendu le truc beaucoup plus facile. Le prêt, finalement, ça a jamais été trop un sujet, quoi. Je pense que c'était un sujet pour ma mère, surtout, qui était là en mode... Qui s'inquiète forcément. Qui s'inquiète toujours, d'ailleurs. Je pense qu'elle s'inquiète toujours, alors que bon, fondamentalement, ça va, tu vois. Genre, il y a plus de risque que je puisse pas rembourser mon prêt, quoi. Genre, c'est impossible. C'est littéralement impossible que je puisse pas rembourser mon prêt. Mais bon, voilà, c'est comme ça, tu vois. Ouais. C'est son rôle de mère, je pense. Mon père, c'est pareil. Il le dit peut-être un peu moins, mais je pense que c'est pareil. Et donc non, ça a jamais été ça a été un sujet, mais c'était pas plus un sujet que arrêter l'école alors que j'étais pas mauvais, tu vois. Ça, c'était un vrai sujet, en fait. C'est genre, tout le monde autour de toi te dit ouais, mais en France, c'est bien d'avoir du talent, mais c'est pas un diplôme, tu vois. Ouais. T'as besoin d'un diplôme. Puis en fait, c'est assez marrant parce que t'as aussi les gens qui te disent ouais, ça c'est vraiment un truc américain de devoir avoir un diplôme pour avoir un travail. Et puis, ah, c'est vraiment un truc belge, ah, c'est vraiment un truc suisse, ah, c'est vrai. En fait, tout le monde, c'est vraiment ma nationalité de devoir avoir un diplôme. En fait, dans le monde entier, la plupart des gens pensent ça, et c'est vrai que c'est un super bon filet de sécurité, et que sur d'autres choix de carrière que ce que j'ai fait moi, ça aurait été hyper dangereux, tu vois. Au final, même pour moi, c'était probablement hyper dangereux, mais dans le danger, tu t'affirmes, quoi. Genre, tu fais des trucs, tu te bats pour t'en sortir. Et donc, mon plan d'action, c'était... je vais pas monter une boîte tout de suite parce que j'ai pas de trucs de bonnes opportunités ou de trucs comme ça. Donc il faut que je crée ces opportunités, en tout cas que j'ai un environnement dans lequel je puisse les saisir. Pour ça, il faut que je travaille quelque part, faut que j'aille bosser pour rentrer un peu de sous, faire des trucs et rencontrer des nouvelles personnes et tout. Je sortais d'une expérience en stage qui avait duré 2 mois à la fin de ma première année d'école où j'étais à l'accueil d'un espace de coworking, je sortais les poubelles. En fait, la plus grande partie du temps, j'étais juste à l'accueil sur Facebook en train de rien faire et d'attendre. Okay. C'est à peu près le pire truc que tu puisses me faire, tu vois. Genre,
sais, il y a cette chanson de Fauve qui s'appelle Requin Tigre. Ça date, ça. Ça commence à dater, ouais, grave. Mais c'est une chanson qui s'appelle Requin Tigre, Ok. et où l'intro, il explique qu'en fait, le requin tigre, quand tu le mets en cage, euh, il peut pas rester sur place, il peut pas attendre, et donc en fait, il se bat contre la cage jusqu'à se suicider. Ouais. Et s'il n'arrive pas à sortir, tu vois, il essaie de casser la cage jusqu'à ce qu'il se suicide. Bah, moi, je me sens un peu comme ça, tu vois. Si tu m'empêches de faire quelque chose, ou si tu m'empêches de bouger, ou si tu me dis reste là assis toute ta journée et tu dis bonjour aux gens qui passent, et sinon le reste du temps, t'as rien à faire, c'était à peu près le pire truc que tu puisses me faire, quoi. Et surtout, je n'étais pas payé pour ça, enfin, et j'étais dans une ambiance de merde. Je donnerai pas le nom de la boîte, mais s'ils écoutent, ils se reconnaîtront, quoi. Pas de problème. Et c'était assez trash, mais c'était une super bonne leçon. La leçon, c'était je vaux beaucoup plus que 0 € de salaire. C'est hors de question que je me fasse plus payer pour un travail. Et je veux être dans un environnement où c'est stimulant, où les gens sont plus intelligents que moi et où j'apprends des choses constamment, quoi. Et donc, dans ce contexte-là, en arrêtant mes études, je me dis il faut que j'aille chez De Family. Ouais. C'était le seul endroit où je me sentais bien, en fait. Même si j'avais ce truc-là où je parlais à personne et où j'étais timide et tout ça, c'est le seul endroit où j'entendais des trucs qui étaient similaires à ceux que je disais à mes parents, à ceux que je disais à mes amis, où on pensait un peu comme moi, et c'était, enfin, je me sentais comme, c'était ma famille, quoi. C'était ma famille d'entrepreneuriat, tu vois. Et donc j'ai envoyé un mail à Oussama en lui disant, ça faisait 3 lignes. Je lui ai dit salut, parce qu'à l'époque, du coup, j'avais une newsletter qui s'appelait Hunter. Donc c'était le logo de Web Hunter, c'était un petit poulet avec un chapeau de Zelda, tu vois. Et donc j'avais repris le truc Hunter, et où c'était un faucon un peu stylisé, genre ça ressemblait beaucoup au logo de The Family d'ailleurs. Et en fait, j'envoyais une newsletter d'inspiration à des entrepreneurs, Ouais. et j'avais quand même pas mal de gens inscrits sur ce truc-là, et ça marchait bien. Et donc j'envoie un mail à Oussama en lui disant ouais, j'ai cette newsletter, il y a X milliers de personnes qui la reçoivent. C'est bien, mais je pense que si ma mission c'est d'aider les gens à entreprendre plus et à faire des trucs dans leur vie, donc comme quoi c'était déjà le cas à l'époque, tu vois. Ma mission c'est d'aider les gens à prendre le contrôle de leur vie et à aller plus vite en s'inspirant du parcours d'autres personnes. Je pense que cette mission-là, j'aurai plus d'impact en bossant chez vous qu'en bossant dans ma chambre, tu vois. Et donc il m'a dit ok, on se voit jeudi. Je suis arrivé le jeudi, il m'a dit bienvenue chez The Family. On parle pas, non, c'est bon, on fait pas d'entretien. Tranquille, quoi. Et donc j'ai commencé mon stage, et en fait je suis arrivé chez The Family. Le premier jour, on m'a dit qu'est-ce que tu sais faire. Donc je savais coder, je savais faire un peu de design, même pas mal de design, parce qu'à l'école c'est surtout ça que j'en ai retiré, en fait, des cours de design, mais pas du graphisme, quoi, du vrai design, de l'UX, de la conception, de l'analyse utilisateur, tout ça. Et donc je savais faire quelques trucs, et ils m'ont dit bah ok, on a besoin de quelqu'un sur coup d'état qui va nous aider à améliorer la plateforme, à améliorer les conversions, à traquer, à coder des bouts de trucs, machin. Donc je suis devenu en fait hacker chez The Family pour genre growth hacker. Je sais pas trop quel était le terme employé, mais et donc en fait j'ai fait ça jusqu'à un jour où en fait j'ai entendu, donc ça a duré 24 heures en gros. Et au détour d'un couloir, j'entends 2 gars, c'était Com et Joris si je me trompe pas, qui disent ouais, on a une nouvelle boîte qui vient de rentrer, c'est incroyable, c'est un groupe Facebook, il y a 1000 personnes, c'est un groupe Facebook parce que le gars c'est pas codé, par contre c'est un super bon sales, on l'a rencontré au meet-up de Family qu'on a fait à Bruxelles, donc le gars était belge, qu'on a fait à Bruxelles. Et en fait, il a été voir tous les gens dans la salle, il a été voir les 100 personnes de la salle, il les a mises dans le groupe Facebook, et quand c'était son tour de pitcher, il a dit bonjour, qui est dans le groupe Menu Next Door, levez les 2 bras, et toute la salle a levé les 2 bras. Donc il est rentré chez The Family, tour de force, et quand il a fait le meet-up, il y avait 500 personnes sur le groupe, aujourd'hui il y en a 1000, le lendemain je reviens, il y en avait 2000, le surlendemain je reviens, il y en avait 3000, donc j'étais là genre ce truc est en train de décoller, c'est n'importe quoi. C'est de la bouffe. Donc Menu Next Door, le projet, c'était des particuliers ou des pros qui cuisinaient chez eux, et d'autres particuliers qui venaient prendre les plats à emporter. Et en fait, je vois ce truc et je me dis mais c'est ouf parce que
il y a une opportunité gigantesque parce que le gars est en train de faire décoller le truc comme jamais, quoi. C'est un super bon sales. Moi, je serai jamais un super bon sales, ou en tout cas, je le suis pas maintenant. Donc, il y a une compatibilité de trucs. Il sait pas coder. Moi, je sais coder. Je peux bricoler des trucs. Je peux me démerder pour lui apporter de la valeur. Et c'est de la food et ça m'intéressait trop. C'était un sujet que j'avais jamais trop touché parce que ça coûtait cher et qu'à l'époque je pouvais pas me permettre de faire autre chose que être derrière mon écran toute la journée et avoir des choses qui me coûtaient rien du tout. Mais je me dis c'est de la food, c'est trop bien, tu vois. Donc j'envoie un message Facebook à Nicolas et je lui dis salut, c'est trop bien ce que tu fais, viens on bosse ensemble, quoi. Il me dit ok, on se rappelle plus tard. Et puis on s'appelle, il commence à me raconter, machin. Donc moi je suis toujours chez The Family en train de bosser sur la plateforme de coup d'état. Il m'appelle, il me raconte le projet, je lui explique qui je suis, ce que je fais. Il me dit pour l'instant j'ai pas encore besoin de ton aide, mais on se tient au courant, tu vois. Et donc effectivement on se tient au courant. Et je me sentais un peu mal parce que un des arguments qu'on m'avait donné pour quitter l'école, donc très peu de temps avant, enfin pour ne pas quitter l'école du coup, c'était mais tu changes tout le temps de projet. T'es tout le temps en train de changer, fixe-toi sur quelque chose et arrête-toi, tu vois. C'est le pire conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut monter une boîte. Genre, fixe-toi sur quelque chose et... Parce qu'en fait, c'est le conseil que tu donnes quand tu veux pouvoir expliquer au reste de la famille ce que tu fais, tu vois. Genre, ouais, t'es une chose à la fois, tu vois. Soit t'es étudiant, soit t'as une boîte, mais en fait, quand tu changes tous les 6 mois, les gens, ils sont perdus, tu vois. Genre, ça va trop vite pour eux, et ils comprennent pas. Et, mais ouais, mais pourquoi tu fais plus le même projet? Ah, mais tu devrais persévérer. Ouais, mais j'aime pas, donc j'arrête, tu vois. Et donc, je me sentais un peu mal de commencer à flirter avec Nico de Menu Next Door, dans le sens où je venais d'arriver chez The Family et que j'allais pas encore abandonner au bout de 2 semaines de Family pour aller faire un autre projet, tu vois, genre c'était insensé. J'avais enfin trouvé un endroit où je me sentais bien et tout le monde me disait ça, tu vas encore abandonner, tu vois. Et j'étais là genre, bah ouais, tu vois, genre, je suis quand même chaud, quoi, je suis quand même chaud d'abandonner parce que c'est pas un abandon en fait, c'est juste je vais faire autre chose et il y a une opportunité, je la saisis. Mais donc, je fais ça un peu en scred, tu vois, genre je me planque et je faisais des trucs un peu pour Nico dans mon coin, machin, et puis je bossais sur la plateforme de The Family. Il y a une réunion chez The Family, et Alice fait, ouais, la plateforme coup d'état, en fait on n'a pas la main dessus parce que le code il est trop compliqué, il faudrait que quelqu'un se dévoue pour reprendre toute la code base, la cleaner et faire en sorte qu'on puisse avoir la main sur les changements, etc. Qui veut faire ça? Calme plat dans la salle, tu vois. Parce qu'en fait, personne n'avait envie de s'attaquer à ce truc-là, c'était un mastodonte, quoi. Puis moi, je fais, bah, moi, je suis chaud, tu vois. Donc tout le monde était genre, ouais, Val, super, génial, machin. Et j'avais aucune idée de ce dans quoi je me lançais, tu vois. Il fallait que j'apprenne Ruby. Enfin, genre, c'était impossible comme tâche, tu vois. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, j'apprendrai ce qu'il faut et puis je me débrouillerai, tu vois. Et, et en fait, je me suis retrouvé face à la code base et j'étais là, genre, mais j'y arriverai jamais, tu vois. J'y arriverai jamais. Donc je commence à me former, machin, donc je commence un peu à toucher au truc, et en même temps, il y a Nico qui continuait à échanger avec moi et à discuter et tout ça. Ça montait de plus en plus, le groupe Facebook était à 5-7 000 personnes, genre ça grossissait, et moi j'étais comme un ouf, parce que je me disais, cette opportunité-là, si je rate l'opportunité Menu Next Door, parce que je veux rester en stage chez The Family à faire de la plateforme coup d'état, ça va pas le faire, je vais le regretter, tu vois. Et j'aime pas regretter des trucs dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie. Et je me retrouve dans cette situation-là. Et un jour, Nico m'appelle. Donc on parlait par chat depuis un moment. Et là, il m'appelle, tu vois. Donc je décroche. Il me fait, ouais, c'est le bordel. Il y a la télé qui arrive. Il y a 2 télés en même temps qui arrivent pour faire des reportages sur Menu Next Door. Et j'ai aucun site sur lequel je peux les renvoyer, sur lequel je peux renvoyer les gens qui vont regarder le reportage. Il y avait juste le groupe Facebook. Okay. Et je lui dis, ok, bouge pas, je te reparle dans 1 heure. Et 1h30 plus tard, parce que je délivre jamais à l'heure, 1h30 plus tard, je le rappelle et je lui dis, tiens, check ça. Et je lui avais fait un site, en fait, je lui avais fait une landing page où les gens pouvaient mettre leur mail et tout ça. Et il regarde et il fait, putain, c'est trop bien, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire moi si j'avais pu, trop cool, tu vois. Et t'es toujours chaud de venir à Bruxelles Donc là, on était le 13 juillet à peu près. Donc ça faisait 10 jours que j'étais en stage chez The Family.
On était le 13 juillet, il me dit t'es toujours chaud? Bah ouais et tout, bah vas-y, en août The Family ça ferme, donc je serai en vacances et je viens à partir du 1er août à Bruxelles et on bosse ensemble et on teste pendant un mois et si ça colle, on verra quoi. Mhm. On se projette pas plus que ça, tu vois. Et surtout que moi j'étais un peu échaudé de la précédente expérience de m'associer, machin, donc je voulais pas faire de conneries quoi. Et, euh, et donc en fait, il se passe 2 jours, on arrive au 14 ou 15 juillet quoi. Et il y a un gars qui vient se poser à côté de mon bureau pendant que j'étais en train de coder pour Menu Next Door en Scred. Le gars qui vient se poser à côté de mon bureau, qui me fait salut. Et je me retourne genre, non, j'étais en train de bosser sur Coup d'État, t'inquiète, tu vois. Il me fait, je suis Balthazar, ok. Je viens de parler à Nico, oh merde. T'es chaud qu'on t'envoie et qu'on te paye pour aller bosser avec lui en août? Ouais, du coup, enfin, je lui dis j'allais y aller sans que vous me payiez, donc ouais, je suis chaud, filez-moi des sous, tu vois, genre, je suis bouillant quoi. Il me dit ok, nickel, trop cool. Et je lui dis, donc je pars le 1er août, il me fait ouais, ouais et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu Nico au téléphone toutes les 5 minutes qui me tenait au courant de Ok. toute l'avancée du projet. Et j'étais hyper excité et j'étais hyper frustré d'être ici. J'étais comme un ouf. J'étais là genre ah mais Donc The Family t'a aidé ouais, à rejoindre Menu ouais Next Door. complètement. Ok. Ils C'est m'ont cool, ils, ça. ils m'ont ils m'ont poussé en fait Ok. à y aller. Enfin j'y serais allé sans, mais Ouais. ils m'ont aussi donné des sous. Et ça a été précieux. Genre c'était une petite aide, mais c'était une aide précieuse C'est quoi. carrément cool. Et en fait je me suis retrouvé donc dans cette situation-là où je bossais sur la plateforme Coup d'État. Et en même temps sur Menu Next Door, la plateforme Coup d'État c'était incommensurable et en sachant que 15 jours plus tard j'allais partir pour faire une autre boîte, j'avais pas du tout envie d'attaquer, tu vois, de m'y mettre parce que c'était un truc long terme quoi, genre je pouvais pas. Donc je suis allé voir Balthazar, je lui ai dit écoute, j'ai mon instinct d'entrepreneur qui reprend le dessus, je peux pas rester quoi, il faut que je me casse, il faut que j'aille à Bruxelles, il faut que j'aille être près de Menu Next Door parce que je sens que ce truc c'est aussi mon truc quoi. J'ai envie de faire partie de ce truc là quoi. Et il me dit ok mais finis tes missions, book ta mission tu vois. Je fais quoi ok tu vois. Et puis je vais voir Com et je lui dis bon écoute je vais partir, mais Balt il m'a dit qu'il fallait que je book ma mission, qu'est-ce que tu peux faire pour moi tu vois. Et Com me dit non mais c'est bon, je sais très bien que t'as pas commencé, t'inquiète, je m'en occupe, pars tranquille, tu vois. Et je le remercierai jamais assez pour ça parce que je suis parti vraiment l'esprit tranquille de toute The Family qui était derrière moi en me disant vas-y, tu peux y aller, c'est pas grave que t'aies abandonné The Family au bout de 2 semaines, c'est pas un problème, cette boîte c'est une vraie opportunité, on voit pourquoi ça fitterait avec toi, vas-y quoi. Et donc je débarque à Bruxelles et puis on a enchaîné sur Menu Next Door quoi. Et grosse expérience, ouais. Et The Family m'a vraiment poussé à ça, j'aurais jamais espéré autant quand je suis allé bosser chez The Family Ouais. en me disant je vais rencontrer des gens inspirants avec Non, c'est qui je vais clair. peut-être pouvoir bosser. Je pensais pas qu'en 2 semaines je serais parti dans un autre pays parce que bon, j'avais jamais été en Belgique de ma vie. Je serais parti dans un autre pays, aller vivre là-bas, même que pendant un mois, tu vois, mais aller vivre là-bas, bosser, coder toute la journée, rencontrer des chefs. Enfin, j'y aurais pas cru quoi. Et cet environnement-là m'a propulsé vers là. C'était Mhm. dingue. Donc t'es resté un peu plus d'un an, c'est ça, chez Menu Next Door? Plus que ça, Plus que ça. Je suis resté 2 ans? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, ok. Est-ce que tu peux... Non, 2 ans. Comment dire? Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes clés de cette startup? Parce que ça a été créé en 2015 du coup, là Ouais. on est en 2015. Ouais. Ça a fermé en février dernier. Ouais. Et donc les étapes clés de cette startup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce qu'il y a eu un premier démarrage à Bruxelles du coup, en Ouais. Belgique. Et après, il me semble que vous êtes arrivé aussi sur Paris, à Londres aussi. Exactement, ouais. Exactement. Donc voilà, comment tout ça s'est déroulé quoi. Ça s'est déroulé assez vite. Ouais. J'imagine. Déjà, et c'est ça Ouais. qui était fou, c'est ça qui est dingue quand tu fais une start-up par rapport à vouloir faire une boîte qui est rentable et qui fait du cash, etc. C'est pas mieux ou moins bien, Non, tu c'est vois, clair, c'est c'est juste un que format tu vas différent. beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus dur du coup, Oui. parce que tu te prends tous les problèmes, là où normalement tu aurais un problème tous les 6 mois, tu as un problème tous les 6 jours, tu vois. Et du coup, tu te prends tout dans la tronche et tu essaies de résister et d'avancer le plus vite possible et c'est hyper difficile. Et du coup, donc tu bosses 18 heures par jour, enfin toute ta vie, ça devient Menu Next Door, c'est beaucoup de taf, quoi. Mhm. Mais donc les étapes clés, donc là moi j'arrive à Bruxelles, c'était encore le groupe Facebook.
Et puis on a fait la transition vers un site. Et puis en fait, progressivement, donc ça grossit, on commence à faire des soirées, machin. Un troisième associé nous rejoint, donc Mathieu, qui s'est occupé de faire tout le légal, toute la structuration en fait des process, etc. Il s'est occupé d'un peu tout ça, l'administratif. Et le légal était très important chez nous parce que tout ce qui concerne la nourriture. Il y avait des trucs d'hygiène et même c'était une marketplace, donc il y avait aussi des trucs de c'est des particuliers qui gagnent de l'argent, donc comment ils déclarent. En Belgique il n'y a pas de statut d'entrepreneur, donc comment fallait qu'on gère tout ça. Et donc ça grossit bien, ça marche hyper bien que par le bouche à oreille, et ça ne fait que grossir. On fait 40% de croissance par semaine, tout en organique. Le délire quoi. Le délire, tu vois, on était là genre ouais, ça marche. En fait, donc dans le groupe Facebook, on postait tous les soirs le menu du lendemain, enfin les menus du lendemain qui étaient proposés par les chefs. Et les gens passaient commande en laissant un commentaire et en disant salut, 2 portions pour 19h30 chez Joris, tu vois. Et puis nous, on likait le commentaire pour confirmer la commande. Enfin, c'était vraiment le bricolage, tu vois. Et c'était trop bien parce que du coup, il y avait un effet hyper viral. Parce qu'il y avait 1 million de commentaires sur la publication, donc ça remontait dans le fil des gens, ils étaient notifiés pour chaque publication, enfin on était vraiment au cœur de la vie des gens, et c'était notre canal de communication avec nos clients. C'était le canal de communication qu'on avait choisi pour notre communauté, qui était Facebook, ça fonctionnait, et on a un peu cassé ça en allant vers le site, mais on s'en rendait pas compte, parce que pour nous il fallait faire un site, et c'était normal, et c'était la suite logique du truc, on a bricolé un groupe Facebook jusqu'à maintenant, c'est cool, mais en fait il faudrait peut-être qu'on fasse un site plus sérieux et plus machin. Alors, avec le recul, on aurait peut-être dû construire sur Facebook, tu vois, mettre des modules où les gens pouvaient payer, mais où en fait rien se passait sur le site, tout passait sur Facebook. Enfin, on aurait peut-être pu, bon, on saura jamais. Et c'est pas grave. Mais du coup, donc ça c'était le tout début, ça commence à grossir, machin. Il y a Mathieu qui nous rejoint, on bosse à 3, et puis Steve et Gilles qui étaient 2 développeurs que Nico et Mathieu avaient rencontrés plus tôt, donc ils nous rejoignent, on bosse à 5, et puis on a bossé à 5 pendant un long moment. Donc moi je m'occupais de faire tout le design de la plateforme, de gérer les sprints de dev des 2 devs qui nous avaient rejoints justement, donc je commençais un peu à manager ma première équipe, et j'avais la chance de bosser avec des gens qui étaient 1000 fois meilleurs que moi en code, quoi. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. C'était ouf, tu vois, parce que je me suis retrouvé dans une situation où pendant toute l'école, j'étais en mode ça me fait chier de devoir tirer les gens de mon équipe vers le haut parce qu'ils n'ont pas envie de bosser, et qu'il faut que tout le temps les pousser pour qu'ils fassent des choses. Et je sais pertinemment que si je le fais moi, ce sera mieux. Ce qui fondamentalement est pas forcément vrai, mais à l'époque j'y croyais très fort, tu vois. Où là je me suis retrouvé dans une situation où c'était objectivement faux, que si je le faisais à leur place, ce serait mieux, tu vois. Genre c'est sûr que ça aurait été moins bien, ils étaient bien meilleurs, et c'était hyper agréable de bosser avec des gens qui étaient meilleurs, parce que j'apprenais d'eux au quotidien, quoi. Et ça a changé complètement le paradigme, tu vois. Et donc on a bossé à 5 jusqu'à une soirée à Paris chez The Family, où donc énorme soirée. C'était une époque où The Family organisait beaucoup de soirées, et ça faisait beaucoup la teuf. Ça fait toujours beaucoup la teuf, mais moins qu'à cette époque-là quand même. Ça faisait donc énorme soirée, et le lendemain énorme gueule de bois, inévitablement. Et donc on bossait parce qu'on n'avait pas le choix, tu vois, ça faisait que croître, il fallait répondre aux clients tout le temps, il fallait gérer les chefs, machin. Et donc là on était à Paris dans les bureaux de The Family, en galère mais en train de bosser parce qu'on avait que ça, quoi, dans notre vie, tu vois, on faisait que ça. Et Nico rencontre Jean de la Roche-Brochard, qui lui dit voilà, je propose d'investir dans Menu Next Door, on met 300K. Et donc la règle en négociation, c'est le premier qui parle a perdu. Donc Nico se tait. Puis il se passe un peu de temps. Et là le téléphone de Nico sonne, véridique, hein. Le téléphone de Nico sonne. Il décroche. Oui, bonjour, c'est Index Ventures. Nous, on met 1,5 million. Donc, le premier qui parle a perdu. Il dit rien, il dit ok, bah écoute, je vais y réfléchir, je te rappelle, tu vois. Et 20 minutes après, Axel Partners qui appelle et qui dit nous, on met 2 millions.
genre les gens se battaient, tu vois. Parce qu'en fait, ça faisait un moment que Nico était en train de construire la relation avec les investisseurs, que Oussama, enfin que The Family en fait poussait auprès des investisseurs, genre regardez cette boîte, ils font 40% de croissance par semaine, c'est le prochain Airbnb, sauf que c'est de la bouffe, donc les gens mangent plus souvent qu'ils ne voyagent, genre c'est la méga opportunité de votre vie. Le discours grosso modo de The Family à l'époque, c'était un peu on sait très bien que les boîtes de food tech ça vous excite pas parce que c'est hyper dangereux et qu'il y a plein de gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, mais s'il y en a une qui doit réussir, c'est celle-là. Investissez dedans. Et donc en fait, on s'est retrouvé dans cette situation ce matin-là, avec notre gueule de bois un peu en galère, tout le monde se battait pour mettre de l'argent chez nous. Et nous, on était à moins 800 sur nos comptes. On était là genre, ouais, déjà si on pouvait manger demain midi, ce serait cool, mais alors avoir 2 millions d'euros sur un compte, c'est un peu inconcevable, tu vois. Et puis, tout le monde nous dit, attention que je casse pas tout, tout le monde nous dit... faites gaffe, et ça c'était un des meilleurs conseils qu'on nous ait donné, et c'était le conseil qu'on n'a pas suivi. En même temps, on n'aurait pas pu, je pense. C'était faites gaffe parce que les entrepreneurs, quand ils passent de rien sur leur compte à des millions, ils pètent un boulard. Cash burn. Cash burn, les gens pètent un plomb, ils partent à Ibiza, et en fait ils font n'importe quoi avec leur argent parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que c'est que dépenser autant d'argent, tu vois. Et puis on a fait comme je pense 100% des gens à qui on donne ce conseil, ouais mais c'est les autres, nous on fera pas ça, tu vois. Effectivement on n'est pas parti à Ibiza, tu vois, mais donc on a levé avec Index, on a fait un tour à 1 750 000, et donc ça a duré 3 mois le temps entre les deux, donc on n'était plus à moins 800 sur notre compte, on était à encore moins, enfin c'était la misère, tu vois, genre... Moi, je dormais chez Mathieu. Je prenais un Airbnb par semaine parce que j'en pouvais plus de dormir. Enfin, je me sentais en train de m'incruster chez Mathieu. J'étais genre un peu mal, machin. Enfin, vraiment, c'était galère, quoi. C'était hyper dur. Moi, je cramais de l'argent de mon prêt étudiant pour pouvoir tenir. Tout le monde était vraiment en dèche financière. C'était hyper dur jusqu'au virement où tu as 1 750 000 euros sur un compte, où tu te payes les 6 mois précédents où tu t'étais pas payé après la création de la boîte, quoi, et où en fait tout d'un coup tu as 10 000 balles sur ton compte, plus 1 750 000 après à dépenser. Tu sais que tu dois recruter des gens, que tu dois un peu accélérer. Tout change d'un coup, tu vois, à la fois financièrement et à la fois en termes de reconnaissance des autres. Et c'était un truc qui m'importait énormément à l'époque, qui m'importe moins maintenant. Bon, il y a toujours besoin, je crois. Tu peux pas être complètement... Mais bon, ça m'importe beaucoup moins que maintenant. En fait, plus la couverture médiatique. Bah ouais, c'est ça. Des fonds, exactement. Tout va avec, tu vois. Et en fait, tu passes de complètement en galère financière, t'as plus de thunes, c'est hyper dur, tout le monde se demande ce que tu fous et te prend pour un timbré, toute ta famille te dit c'est encore la 6e fois que tu as changé cette année, est-ce que ce projet-là il va marcher, et que les gens autour de toi, tout le monde te dit Menu Next Door c'est juste une mode, c'est cool, mais ça va vite passer, t'as 1 750 000 euros sur un compte, t'es une rockstar, et tout le monde est là genre ouais, c'est trop bien ce que vous faites, vous êtes incroyable, tu vois. Il y avait des contraintes sur la levée de fonds, une rentrée au capital, ce genre de choses? Ouais, ils ont pris 20% de la boîte. Ok. Donc c'était un bon deal, quoi. C'était un très bon deal. The Family nous a accompagnés sur tout ce truc-là. Sachant que l'autre truc qu'on nous a proposé au début de Menu Next Door, c'était un investisseur belge. Le gars nous avait proposé 200K pour 50% de la boîte, tu vois. Enfin, genre c'est la différence entre l'écosystème que The Family met en place et le reste, elle est quand même balèze. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, tu vois. Et je suis bien content d'être accompagné par eux parce que y a plein d'erreurs que tu ferais si c'était pas là, quoi. Tu peux rapidement te faire avoir, quoi. Ouais, tu peux rapidement te faire avoir. Et c'est ça qu'ils disent quand tu disais tout à l'heure que c'était difficile à définir. The Family, c'est une famille d'entrepreneurs. Et comme une famille, ça protège, ça éduque et ça finance. Et dans la protection, c'est ça, quoi. C'est que t'as pas un investisseur qui essaye de faire la nique à une des startups, il réinvestit jamais dans une startup de family, et honnêtement il veut pas perdre cette opportunité là, quoi, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de belles boîtes qui sortent de family. C'est pas 100% des boîtes, loin de là, tu vois, genre c'est pas impossible de faire une boîte sans de family, mais par contre il y a plein de belles boîtes qui sortent de The Family, et si tu rates l'opportunité de pouvoir investir dedans à un moment, c'est compliqué, quoi. Et donc ça protège à ce niveau-là, c'est un peu une espèce de
ouais, c'est un groupement de gens qui ont des valeurs similaires et du coup, ça aide, quoi. Mhm. Et, euh, et en gros, donc ouais, on a levé ces fonds-là. Ils ont pris 20%, ils ont pris 20% au capital. Et on a perdu, enfin, on a pris cette situation-là où on est devenu, je te dis, des rockstars Ouais. et où tout le monde était là, genre, ah, c'est trop bien ce que vous faites, machin. Et il s'est passé exactement ce que les gens avaient prédit. On a pris la grosse tête. On a commencé à dépenser un peu n'importe comment. Et on a cassé notre modèle, en fait, et on a perdu notre product market fit, quoi. C'est ça qui est fou avec cette histoire de product market fit. C'est que tout le monde te dit cherche-le, et quand tu l'as trouvé, ce sera évident. C'est vrai. Genre, nous, on a compris que notre product market fit était là le jour où on a 3 chefs dans la même journée qui sont passés avec des enveloppes de cash en nous disant je me fais 600 balles par soir en cuisinant avec vous, je me sens trop mal de gagner autant d'argent et de pas vous en faire profiter, prenez des billets s'il vous plaît. Genre quand tu as 3 personnes qui viennent te dire ça dans une journée, tu te dis qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Et donc nous, il y avait un truc qui se passait. Avec le recul, comment je l'analyse, euh, c'est on s'est pas concentré sur la qualité de la bouffe, on s'est concentré sur plein d'autres choses. Et en fait, on a perdu ce qui faisait l'intérêt pour les gens qui étaient clients de Menu Next Door. Donc ouais, on a juste perdu notre product market fit et on savait pas quoi faire. Et en fait, on a été très très vite, enfin je pourrais revenir là-dessus après, mais Ouais. on a été très très vite à tout ça. Et surtout, dans la foulée, on s'est dit, de toute façon, il faut qu'on grossisse le plus vite possible. Donc on perd pas de temps, on ouvre Paris maintenant, quoi. Et on a ouvert Paris et en fait ça a été hyper dur en termes de recrutement. On a pris Anicia du coup qui était country manager France, qui a fait un bon boulot au départ, mais on a pris des stagiaires avec nous qui étaient super sympas, qui faisaient bien leur job, etc. Mais on savait pas exactement ce qu'il fallait faire comme job pour que ça fonctionne. Et puis C'est monté à combien de salariés on était 25 au 25. plus. Ouais. On était 25 au plus et après on a dû virer 90% de la boîte à un moment, quoi. Ouais. Et après Paris, on a ouvert Londres. À Londres, ça marchait pas plus qu'à Paris. À Bruxelles, ça marchait moins bien qu'avant. Enfin, en fait, on a voulu grandir hyper vite. On n'a pas su gérer cette croissance pour maintenir le niveau de service, le niveau de qualité qu'on avait offert jusqu'à présent, qui était ce qui faisait que les gens étaient fous de Menu Next Door, tu vois, les chefs comme les clients. Et si c'était à refaire, on ferait pareil, quoi. Genre, on a grossi le plus vite possible. On a foiré, mais on a essayé d'aller le plus vite possible, tu vois. Et je reste convaincu que il fallait aller vite, on avait les moyens de le faire. Il fallait pousser. On s'est planté parce qu'on savait pas faire et que voilà, mais au moins on a appris et aujourd'hui, c'est des leçons qui ont énormément de valeur, tu vois. Et donc, ouais, ouverture de Paris, ouverture de Londres. Euh, Ça a tenu pendant un petit temps et puis grosse galère, on s'était associé à une 4e personne qu'on a dû virer ensuite parce que ça marchait pas, il fitait pas avec la stratégie de la boîte dont on n'était même pas conscient, en fait, tu vois. Enfin, c'est ça qui était compliqué, c'est que tu as toujours l'impression de faire des bons choix et en fait tu te trompes, et quand tu te rends compte que tu te trompes, tu as 2 choix: soit tu fais un déni complet et tu dis ouais mais non, tu te trompes pas, soit tu acceptes et tu changes les choses. Nous on a fait un déni complet, tu vois. Genre je me rappelle de Balthazar qui était venu nous voir, donc Balthazar de The Family, qui était venu nous voir et qui nous dit les gars, ça fait 6 mois que votre courbe de croissance elle est plate. Vous faisiez 40% de croissance par semaine au début, c'était cool. Est-ce que vous allez continuer à vous reposer sur vos lauriers pendant X mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans votre boîte, quoi. Il dit des boîtes de la taille de Menu Next Door, il y en a des centaines à Paris. Vous avez rien de spécial, qu'est-ce que vous faites? Ouais, mais non, t'inquiète, on sait ce qu'on fait, on va faire des codes promo pour que les gens ils aient de la bouffe gratos et ils vont venir. Pas de tu remise vois. en question. Pas de remise en question parce qu'on avait ce côté rockstar, on avait pris la grosse tête et c'était et on faisait pas gaffe. Après, moi je l'analyse comme ça. Je sais pas si t'as la chance d'interviewer un jour Mathieu ou Nico, je suis pas sûr qu'ils te racontent la même histoire et tant mieux parce que chacun son point de vue sur le truc, tu vois. Mais moi je le vois vraiment comme ça. Moi le premier, tu vois, genre j'ai vraiment pris la grosse tête.
genre j'étais en train de réaliser mon rêve, tu vois ce que je te disais de mon moi de 13 ans qui regarde Social Network et qui dit je veux être Mark Zuckerberg quand je serai grand, j'étais en train de vivre ça quoi. Euh, et c'était incroyable, tu vois, et on faisait grossir ce truc, on employait des gens, c'était trop bonne ambiance, on faisait des méga soirées gigantesques où l'alcool coulait à flot. Notre objectif c'était que les gens couchent ensemble parce que ça prouvait qu'il y avait des relations de qualité qui s'étaient créées. Enfin c'était obscène, tu vois. Et c'était dingue, c'était vraiment une super bonne expérience jusqu'à ce que tu te rendes compte que bah, à Londres ça marche pas, à Paris ça marche peu, à Bruxelles ça marchote. Euh, T'as plein d'employés qui font du taf, qui sont tous en train de te remonter, que le taf qu'ils font, il n'a pas d'impact sur la croissance de la boîte et qu'il faudrait peut-être changer quelque chose. Ça fait 3 mois que tu les écoutes pas, donc tu te rends compte tout d'un coup en fait que rien ne marche et là c'est la déprime quoi. C'est la déprime, ça fait 1 an et demi que tu bosses sur ta boîte, 18 heures par jour, que quand tu dors, tu y penses encore, et que tu t'arrêtes jamais d'y penser ou d'en parler, que tu fais des after-work à la place des soirées avec tes potes, parce qu'en fait, tu as besoin de prendre une bière et de discuter de menu next door, et qu'en fait, tu fais que ça, et que tu te rends compte que tout ce que tu as mis en place depuis 1 an et demi, en étant sûr que c'était incroyable, parce que tout le monde autour de toi te dit que c'est incroyable, que tout ça c'est faux, et que tu dois tout reprendre de zéro pour construire quelque chose qui est sain de nouveau, la claque quoi. Ouais. La grosse claque, tu vois. Et, et on a mis du temps à l'accepter, et c'était compliqué, et moi j'avais mes idées sur comment mettre en place justement un renouveau, Nico avait d'autres idées, on n'arrivait pas à s'entendre, c'était vraiment compliqué, moi j'étais mal dans ma vie, du coup j'étais pas hyper conciliant, je pense que Nico c'était un peu pareil de son côté, la communication était devenue difficile, et en fait quand la communication devient difficile entre associés, entre founders quoi, c'est ça marche plus quoi, ça marche plus, et je commençais à revivre un peu ce que j'avais vécu avec Joss sur mon premier truc, et donc je faisais plein de parallèles, et j'étais là genre ah putain c'est compliqué machin. Donc j'ai passé 3 mois, les 3 derniers mois où j'étais chez Menu Next Door, à vivre au bureau. Je vivais dans une chambre en bas au bureau, il n'y avait pas de chauffage, donc je me chauffais au sèche-cheveux sous ma couette. Enfin, c'était vraiment, bon, c'est marrant, tu vois, avec le recul, mais il n'y avait plus cette énergie, cette excitation que je sentais. On avait viré plein de gens, on était beaucoup moins, il fallait redémarrer du départ. Et, et je ressentais de nouveau ce truc de quand je me levais le matin, j'avais un peu la boule au ventre parce que je sentais que c'était pas aligné avec qui j'étais, les actions qu'on prenait, et ça matchait plus avec Nico, et j'y arrivais pas, et c'était trop compliqué. Donc je me suis dit la même chose que je m'étais dit en arrêtant l'école. Je peux pas changer la direction de la barque parce que c'est pas la mienne. C'était le rôle de Nico, tu vois, il était CEO, c'est lui qui prenait les décisions, et on dit tout le temps qu'une startup ça doit être une dictature, pas une démocratie. Je suis totalement d'accord avec ça. Faut qu'il y ait une personne qui prenne les décisions. Moi, j'étais pas d'accord avec ces décisions, et ça matchait pas qui j'étais. J'avais plus envie de faire ça, donc je suis parti. Je suis parti le jour où ils m'ont viré, parce ils avaient tiré les mêmes conclusions, tu vois. Et donc j'étais là, j'étais arrivé le matin hyper stressé, genre bon aujourd'hui je leur annonce que je pars, et ils m'ont appelé Val, machin, ouais ok, donc je pense que tu as senti venir, on va se séparer de toi, machin, tu vois. J'étais là genre bah écoutez, ça tombe bien parce que j'étais arrivé à la même conclusion. Ils ont été hyper cool, j'en aurais jamais douté de toute façon. Ils m'ont bien compensé avec du cash. Je suis parti le lendemain, même non, le jour même, je suis parti, je suis rentré à Paris, et j'étais trop heureux parce que ça faisait 3 mois que j'en pouvais plus, que ma vie était hyper dure. Enfin, j'ai quand même, c'était viscéral cette boîte pour moi, tu vois. Genre c'était toute ma vie quoi. Genre, j'ai passé mon Noël 2016. Genre, j'ai pleuré dans les bras de mon père en disant mais qu'est-ce que je vais faire si cette boîte s'arrête? J'ai rien d'autre dans ma vie, tu vois. C'était faux. C'était complètement faux, tu vois. Mais si tu mets tellement d'énergie que tu te demandes ce qui va se passer si ça s'arrête, quoi. Et donc, j'ai mis 3 mois à faire le deuil de ça va s'arrêter. Et au bout de ces 3 mois, je suis parti de Menu Next Door. Et là, c'était la libération. J'étais là, genre, waouh, enfin, je peux refaire d'autres trucs. J'ai retrouvé mes potes du lycée que j'avais abandonnés. J'ai retrouvé ma famille. Ma sœur a eu un gosse, donc je suis devenu tonton. Enfin, tu vois, genre, tout se passait en même temps. J'étais là, genre, waouh, mais en fait, le monde existe en dehors de Menu Next Door, tu vois. C'est dingue, quoi. Et c'était vraiment hyper libérateur. Et c'était fou. Et ensuite, j'ai passé 1 an et demi
tester, de lancer des projets, des trucs, et principalement pas faire grand-chose, quoi. Je me suis reposé pendant 1 an et demi, Ouais. tu vois. Récupérer de toute cette Et expérience. ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, est-ce que j'aurais envie de refaire une start-up? Là, maintenant, non, quoi. C'est pour ça que je fais Coup d'État. C'est parce que Coup d'État, c'est pas une start-up, tu vois. C'est juste une boîte, on va faire du fric, ça va être cool. On va aider des gens au quotidien, tout ça, mais ça reste du service, ça scale pas. On n'a pas l'objectif de prendre le monopole du marché de Coup d'État, qui est le développement personnel, quoi, grosso modo. On n'a pas cette ambition-là. Je dis pas que dans 2 ans, si on grossit et que je vois que ça m'excite et que j'ai envie d'en faire un truc plus gros, je l'amènerai pas à faire un truc plus gros, tu vois. C'est juste que là, maintenant, la prospection de refaire, de redonner autant que j'ai donné à Menu Next Door, elle m'excite beaucoup moins qu'avant. Par contre, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait dans ma vie, tu vois. Carrément. Donc je suis bien content. Et en plus, en France, l'échec est quand même assez tabou, tu vois. Ouais. En ce moment, il y a quand même une grosse hype de monter sa startup. Ouais. D'un côté, il y a la hype de monter sa startup. Et de l'autre côté, il y a tous ces gens qui sont anti-Startup Nation, etc. Ouais. Les vagues de haters qu'on peut avoir sur Twitter notamment. Ouais. Et derrière, il y a un constat que 9 startups sur 10 ne survivent pas au cap des 3 ans. J'ai vu aussi une interview d'Alice, donc la cofondatrice de The Family. C'était dans un magazine management, je crois, où elle disait c'est pas stylé d'être entrepreneur, responsabilité, pression, sacrifice, attention au hype de la startup. Toi justement, même si tu faisais plus partie de Menu Next Door, en février quand ça s'est terminé, comment tu l'as ressenti, tu vois? Toi qui étais au début du projet, après t'es parti, est-ce que t'avais en février, est-ce que t'avais dans ta tête c'était plus du tout ton projet, tu vois? Oui et non. Oui et non, parce que, enfin, j'avais fait mon deuil. Ça faisait, moi, ça faisait 1 an que j'étais parti. Donc en février, quand ça s'est arrêté, ça faisait 1 an que j'étais parti. J'avais fait 2 autres projets entre-temps, des trucs qui avaient plutôt bien marché, mais qui m'excitaient pas, donc que j'avais abandonné encore une fois de plus. Tu vois, j'ai testé des trucs, quoi. Ça faisait 1 an et demi que je faisais ça, 1 an du coup que je faisais ça. Donc bon, c'était déjà loin derrière moi, Ouais. Menu Next Door, si tu veux. Genre, je T'avais traînais déjà plus du tout dans ces tourné la page milieux-là. Et définitivement. surtout, bah, oui et non, tu vois. Oui et non. Je pense que même encore maintenant, j'ai pas tourné la page définitivement, tu vois. Parce que c'était beaucoup, tu vois. C'était beaucoup, et même si j'aimerais avoir la prétention de pouvoir dire j'ai tourné la page, c'est derrière moi, j'ai appris toutes les leçons que je pouvais de ce truc, maintenant je n'en suis que plus fort. J'aimerais, mais c'est pas le cas, tu vois. C'est pas vrai. Genre, je suis pas une machine. C'est ça, tu vois. Genre, mais donc d'ailleurs j'étais ici. J'étais en train de bosser chez The Family sur un des projets justement. C'est toujours dans la cuisine. Parce que je suis tombé amoureux de la cuisine complètement chez Menu Next Door, en perso, quoi. J'ai appris à cuisiner énormément. Après, j'ai bossé en resto et tout. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et j'étais en train de bosser ici. Et Mathieu Gillet m'appelle, tu vois. Donc, Mathieu de Menu Next Door m'appelle. Je fais, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Ça fait 6 mois que j'ai pas de news. Et il m'appelle et il me dit voilà, Val, je voulais te tenir au courant quand même parce que j'estime que ce soit important que tu le saches. On arrête Menu Next Door. Et là, c'est pour ça que je dis oui et non, tu vois. C'est que j'ai quand même mis le petit pincement au cœur de ah merde. Au fond de moi, je pense que j'espérais quand même qu'ils en fassent quelque chose de. Une réussite, tu vois. Déjà parce que la vision de cette boîte, j'y croyais vraiment très fort, tu vois. La vision de Menu Next Door, c'était le monde entier va se nourrir les uns les autres. Ce sera de bonne qualité, pas cher. Écolo, on va arrêter tous les trucs de production de masse, on va faire, c'est genre tu crées en fait des freelances, des restaurateurs freelance, tu vois, qui bossent de chez eux, les frais sont moins élevés, il n'y a pas de personnes à employer, enfin la vision était dingos, tu vois, et j'aurais aimé qu'ils en fassent quelque chose. Et puis j'avais encore des parts de Menu Next Door, donc j'aurais aimé aussi personnellement, financièrement, qu'ils en fassent quelque chose de ouf, parce que j'en aurais profité aussi, tu vois, genre ça fait partie du truc. Donc j'ai eu ce petit pincement au cœur, mais le truc, l'émotion qui m'a le plus traversé quand Mathieu m'a annoncé ça, c'est du soulagement pour eux, quoi. Ouais. Parce que ça faisait 1 an
qui testait encore des petits trucs à droite à gauche pour essayer de relancer le bordel et ça marchait pas, tu vois. Moi, je l'avais vécu 3 mois, ça m'avait déjà fait hyper mal. Je me suis dit, si je l'avais fait 1 an de plus, j'aurais pété un plomb, donc j'étais hyper content. Et donc, ouais, l'histoire, c'est. Ils en ont eu marre, quoi. Ils en ont eu marre. Oussama leur a dit arrêtez, les gars, genre. Ça sert à rien de s'acharner. Ouais, à un moment donné, faut pas. À un moment donné, bravo pour tout ce que vous avez fait, bravo pour la résilience, bravo pour la persévérance. Vous êtes balèze, il n'y aura pas de problème, tu vois. Justement, en plus, on avait la chance d'avoir des investisseurs et The Family, etc., qui étaient tous d'accord pour dire, même si ça foire, ça fait pas de vous des mauvais entrepreneurs, quoi. C'était tellement dur à faire comme boîte que bon, tant pis, tu vois. Et donc, ils ont arrêté. Je les ai eu au téléphone tous les deux. Et voilà, là, ils relancent une boîte d'ailleurs. Ok. Ils relancent une boîte, ça va être stylé. Très bien. Toujours dans la food Pas du tout, pas du tout. Ils sont dans le paiement mobile. Ok, fintech. Fintech, ouais. Fintech axé Asie. Ok, très bien. Et, il y a du potentiel sur ce marché. marché. Il y a du potentiel sur ce marché et surtout, c'est une boîte de sales. Et Nico est le meilleur sales que j'ai jamais vu, tu vois. Genre, c'est Jedi qui disait ça. Je trouve que l'expression n'est pas très joyeuse, mais il disait il pourrait venir et te vendre le cancer, t'achèterais, quoi. Et c'est pas faux, tu vois. C'est pas faux, genre c'est hyper impressionnant. Et je pense qu'il ira loin avec cette boîte parce que c'est une boîte qui lui correspond bien, quoi. Même probablement plus que Menu Nextdoor. Très bien, alors. Et donc, en juin dernier, tu relances Coup d'État. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé? C'est Oussama qui est venu te voir pour relancer ça? Ouais, bah en gros, le truc, c'est donc j'ai passé 1 an et demi à tester des trucs, machin, des business et tout ça. Et je m'étais donné, en gros, donc j'avais, je sais plus combien j'avais des sous, quoi, de côté de quand je suis parti de Menu Nextdoor. Je me suis dit, quand j'ai cramé ces sous-là, j'arrête, quoi. C'est ma deadline. Donc j'en avais, ouais, pour à peu près, ouais, 1 an et quelques, quoi. C'est ma deadline, j'arrêterai après ce truc là parce que ça voudrait dire que j'ai rien trouvé qui m'amuse suffisamment et j'irai chercher une autre opportunité ailleurs et je verrai, quoi. J'arrive à cette deadline là, je me dis bon, il faut que je fasse des thunes parce que sinon je peux plus manger, quoi. Donc je fais du freelance, c'était cool, j'ai rentré beaucoup de cash parce que je vendais du coup. C'était quoi? C'était en web? En fait, je vendais toute la partie stratégie produit. Ouais. Donc comment aborder ton produit, comment faire un bon produit, etc. Plus derrière, je faisais UX, UI, donc toutes les maquettes, etc. parce que je pouvais le faire. Et après, je vendais encore derrière du front, du dev front, et je prenais des potes à moi qui étaient dev back. Et donc on faisait tout, en fait. On faisait de A à Z toute la réflexion sur le produit jusqu'à la création du produit. Et en 7 jours, les gens, ils avaient des trucs de ouf qu'ils auraient jamais imaginé, tu vois. Donc on le vendait cher et on faisait beaucoup de cash. Mais ça m'excitait pas du tout, quoi. Genre vraiment pas. Parce que je construisais rien. J'avais l'impression que, c'était même pas une impression. C'est genre, quand tu fais du freelance comme ça, tu finis un projet, c'est terminé, tu passes à un autre, et t'as pas l'excitation de voir le truc grandir. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas, et j'ai besoin de ça pour avancer, tu vois. Et donc, je commence très vite à me faire chier. Ça dure 15 jours, quoi, en gros. Je fais du freelance, je me renfloue mes caisses, machin, et puis au bout de 15 jours, 50 de family, et la fête des 50 de family. Et je finis chez Oussama à 3h du mat, un peu bourré, et je vais le voir et je lui dis écoute, je suis un peu en mode je chasse l'opportunité, est-ce que tu as une place de partenaire pour moi? Je me suis dit, je vais lui demander le truc le plus haut possible, tu vois. Quand tu dis partenaire, c'est associé de The Family? Ouais, c'est associé de Family, c'est les gens qui bossent avec les startups et tout ça. Et donc il rigole, il me dit bon, partenaire peut-être pas, mais j'aurai des trucs pour toi, on se voit lundi. Et donc on s'est vu le lundi et il m'a proposé, il m'a dit écoute, ça fait un moment qu'on voit qu'il y a Coup d'État qui fonctionne quand même un minimum. Il faudrait en refaire une plateforme qui soit stylée, où on retourne des vidéos et tout ça, et où les gens pourront avoir du nouveau contenu et où on n'abandonne pas ce truc-là. Parce que, et il me dit, ça fait presque 5 ans qu'on cherche quelqu'un pour reprendre le truc, mais on s'en est pas occupé, tu vois, c'est pas dans nos priorités, donc on s'en est pas occupé. Et moi, genre, ça clique tout de suite, je fais genre, bah ouais, évidemment, genre, éduquer les gens à l'entrepreneuriat, ça a toujours été un truc qui m'excitait énormément. Carrément.
aider les gens qui ont envie de faire des trucs dans leur vie, ça m'excite énormément aussi, tu vois. Genre, je suis fasciné par les gens qui ont cette impulsion, comme moi je peux l'avoir ou comme toi tu peux l'avoir, tu vois, de juste faire des trucs, peu importe quoi. Genre, j'adore discuter avec quelqu'un qui me dit ah, j'aimerais bien me lancer dans ce truc-là, même s'il est en train de rien faire, c'est déjà bien de se dire j'ai envie de faire quelque chose, tu vois. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, ça me parle, tu vois. Et donc, je lui dis bah ouais, grave, tu vois. Et je commence à faire des observations. Et donc je lui dis, le premier truc que je veux faire, c'est faire un appel à témoins sur ton Facebook et je vais appeler des gens, tu vois, pour leur causer. Donc il met un message sur son Facebook en disant, ouais, on cherche des témoins qui ont fait coup d'État avant. Mhm. On cherche des gens qui peuvent nous donner un feedback sur ce qu'ils ont vécu avec coup d'État, machin. Et donc j'ai passé 5 jours où j'ai appelé 100 personnes pendant 1 heure et demie. Un peu plus de 5 jours en fait, mais pendant 1 heure et demie, et où j'ai causé avec eux de tout et de rien, de leur expérience coup d'État, de leur expérience, de leur vie, de leurs projets, de ce qu'ils voulaient faire, de qui ils étaient, etc. Enfin vraiment poser plein de questions, pas forcément en rapport avec coup d'État. J'ai appris énormément de choses. Une sorte d'étude de marché. Ouais, complètement, tu vois, genre un truc hyper rapide, hyper intense, où à la fin de la journée j'étais crevé parce que j'avais passé ma journée au téléphone à parler avec des gens, et voilà. Mais j'ai appris énormément de trucs sur ce que les gens attendaient de coup d'État. Et c'était un peu inattendu, dans le sens où le coup d'État, à la base, ça a été créé pour former les gens à créer des startups. C'était un moyen, en fait, d'amener des nouveaux entrepreneurs à The Family. Et on s'est rendu compte que 1% des gens qui regardaient coup d'État faisaient ça, faisaient des startups. Les 99 autres pourcents font des PME, des lifestyle business pour automatiser leurs revenus. Au sens large, exactement, quoi. du freelance, ils veulent devenir youtubeurs. Enfin, tu vois, et ce que je dis quand je dis que c'est des gens qui veulent faire des trucs. Et le mot qu'on met là-dessus, c'est entreprenant. Tu vois, genre c'est vraiment, c'est pas que des entrepreneurs, c'est des gens qui sont entreprenants et qui veulent faire des choses et qui prennent les leçons de coup d'État qu'on donnait pour les startups et qui les appliquent à leur propre business. Parce que la majorité de ces leçons-là sont applicables à n'importe quel type de business, tu vois. Quand on te dit parle à tes users, écoute ce qu'ils te disent, améliore ton produit en fonction de ce que les gens te disent jusqu'à ce qu'ils soient fous de ce que tu fais, peu importe ce que tu fais comme business, tu as besoin de passer par ce cycle-là, tu vois. C'est obligatoire. Parce que sinon, quoi, genre, tu fais un produit, les gens ils s'en foutent et ça marche pas, tu vois. Donc en fait, il y a plein de trucs communs qu'on peut enseigner à ça. Et donc, je vais voir Oussama, je lui explique tout ça. Je lui dis, écoute, il y a une grosse mouvance. En fait, c'est pas du tout le même marché que The Family. C'est un marché plus proche du dev personnel que de l'entrepreneuriat, finalement. Les gens nous disent tous qu'ils veulent faire des lifestyle business, qu'ils comprennent ce que c'est une start-up, mais qu'ils n'ont pas forcément envie d'en faire une. C'est clair. Et je comprends pourquoi. Et surtout, une des grosses leçons, des trucs que la grosse majorité des gens m'ont dit au téléphone, c'est ce qui est trop cool avec Coup d'État, c'est que c'est pas un MOOC, c'est pas un truc où tu te dis ah je vais me lever le matin, je vais me mettre le cours et quand j'aurai fini le cours j'aurai appris les trucs donc ce sera bien. Je regarde Coup d'État comme je regarde Netflix. Je me mets dans mon canapé le soir et je mate Coup d'État et ça dure 2 heures et c'est cool, tu vois, et je regarde ça à la place d'une série, tu vois. Et moi, j'ai vécu ça aussi. Quand j'ai fait Coup d'État à l'époque, j'étais fou, genre vraiment, j'étais là parce que c'était comme venir voir des conférences The Family en vrai, mais t'étais dans ton canapé et c'était trop bien, tu vois. Et donc, je vais voir Oussama, je lui explique tout ça et je lui dis il faut qu'on en fasse une vraie boîte. Il y a du cash à faire. Il y a énormément de gens qui attendent qu'on réponde à leurs attentes par rapport à Coup d'État, tu vois. Les gens nous disent c'est quand le retour de Coup d'État et personne s'en occupe, quoi. Genre je leur dis mais qu'est-ce que vous foutez, tu vois. Genre il y a plein de gens, il y avait 70 000 personnes inscrites sur la plateforme Coup d'État on Demand, 10 inscrits par jour encore maintenant, enfin maintenant c'est plus, mais c'était 10 inscrits par jour quand j'ai commencé, alors qu'il n'y avait rien depuis 5 ans, tu vois, juste par le bouche à oreille ou par YouTube. Des dizaines de milliers de vues sur les vidéos. Il y a 8000 personnes qui se lèvent le matin, qui tapent Oussama Hamar dans la barre de recherche de YouTube et qui espèrent qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Je dis, genre, mais qu'est-ce que vous faites? Genre, venez, on en fait quelque chose, tu vois. Genre, on va pas le laisser à l'abandon là, quoi. Et donc, on a fait donc une BFF de Family, qui est une boîte
qui est une sorte de spin-off de The Family, comme peut l'être Kimono, par exemple, ou le truc comme ça. Joint Venture. Ouais, c'est ça. Et en gros, donc le but, c'est de faire une boîte qui rapporte du cash, donc qui est bénéficiaire, qui est profitable, et qui, du coup, permet de financer aussi The Family en partie. Donc The Family est actionnaire majoritaire du truc, et c'est moi l'actionnaire individuel majoritaire du reste, quoi. Okay. Et en gros, voilà, donc on lance ce truc-là. On a tourné 6 nouvelles vidéos d'Oussama en juillet, à laquelle on s'est rencontrés, du coup. C'est ça. D'ailleurs, il y a une séance que c'est moi qui ai faite parce que Oussama avait pas pu être là, et ça parlait de créer un produit, et ça tombait bien parce que c'est un truc dont je peux parler. Et donc voilà, ça sort le 17 octobre. Là, on a les inscriptions qui sont déjà ouvertes sur le site. Il y a plein de gens qui s'inscrivent tous les jours. On poste des extraits sur Instagram, sur YouTube, et la stratégie, c'est vraiment inonder les réseaux sociaux avec plein d'extraits, plein de valeurs en fait qui ont déjà été communiqués là depuis il y a déjà ça fait 2-3 semaines là petits extraits, petites vidéos, etc. Et l'objectif, c'est de dire, on croit très fortement que pour choper le bon état d'esprit pour entreprendre, ça implique de s'entourer en fait de gens qui ont cet état d'esprit déjà. Et on se dit évidemment que c'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde peut pas débarquer chez The Family comme moi je l'ai fait, tu vois, ou arriver à trouver des gens qui sont juste un peu au-dessus de leur niveau pour pouvoir s'en inspirer et progresser. Par contre, on peut faire des vidéos de ces gens-là et les mettre dans les fils d'actu de tout le monde, et qu'au lieu de regarder des vidéos de choses sur ton Facebook ou sur ton Instagram, tu regardes des vidéos d'entrepreneuriat avec de la vraie valeur, et où tu as ta petite dose d'inspiration quotidienne, où tu te dis ah putain ouais c'est vrai, allez je vais me remettre à bosser, quoi. Et je pense qu'on peut vraiment aider les gens comme ça. Donc ça, c'est la stratégie de communication en gros, même si c'est juste on veut aider un maximum de gens à travers ce truc là. Et après, on a la plateforme en ligne où là, on va mettre les vrais gros épisodes qui durent 2 heures, des vidéos d'Oussama, des épisodes hors série où on va inviter d'autres entrepreneurs qui vont parler des mêmes sujets. Et puis, on fait des événements en physique qui, eux, sont payants. Et où, en fait, voilà, on invite des entrepreneurs. Vous avez déjà lancé d'ailleurs. On l'a déjà lancé, ouais. Plusieurs confs qui vont arriver prochainement. Il y a 3 confs que je vais faire moi, et il y a une conf que Maxime fait qui est un gars qui a 16 ans, qui a créé Relativity, qui est le premier casque de VR qui coûte moins de $100. Enfin, c'est un gars hyper inspirant. Et donc, il va donner une conf, et puis après, je vais inviter plein d'autres entrepreneurs. Le but, c'est de dire, voilà les leçons que Oussama a synthétisées pour vous dans Coup d'état entreprendre, état d'esprit. Donc les prochaines confs seront aussi enregistrées et, voilà, totalement. Et cool. donc en fait, pour venir sur place, il y a un dîner sur place ou un déjeuner en fonction de l'heure, etc. Pour venir sur place, c'est payant. Par contre, c'est filmé, c'est retransmis gratuitement sur la plateforme un peu plus tard, quoi. Et donc voilà, donc là on est en train de créer tout ça et de lancer tout ça, et ça prend bien parce que les gens avaient une vraie appétence pour Coup d'état, et ils veulent qu'on revienne, et ils sont hyper contents. Et il y a aussi plein de gens qui sont fans complètement obsessionnels de Coup d'état, mais surtout d'Oussama, tu vois. Ils ont des posters et tout. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on a dit qu'on ferait ça. On a dit qu'on ferait des stickers Oussama. Enfin, hier, je testais des trucs, tu vois, pour les miniatures YouTube. Donc j'avais détouré Oussama avec un liseré blanc comme ça. Et j'ai dit, ça, faut qu'on en fasse des stickers, c'est sûr. Il y a des gens qui vont coller la tête d'Oussama sur leur. Ça va être trop des barres, tu vois. Ça peut être marrant. Et mais donc, ouais, on lance tout ça, et ça prend super bien. On a plein de gens qui vont venir aux événements. On a plein de gens qui sont inscrits sur le site. Puis on va faire grossir ça, on va faire grossir ça semaine après semaine, et on verra où ça nous mène, quoi. Ouais, bon bah rendez-vous le 17 octobre du coup. Ouais. Si le podcast sort avant, on verra. Sinon tant pis pour vous. Allez sur coupdeta.co, ça va être super. Allez, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseillerais pour un prochain podcast? Je pense que tu pourrais voir Max, justement, là, dont je te parlais, Maxime, qui a fait Relativity, qui est en train de bosser sur des nouveaux trucs qui sont hyper intéressants. Éventuellement, ouais, tu pourrais aller voir Nico de Menu Next Door, ou Mathieu. Je pense que, en plus, Nico est un super bon storyteller, donc cool. Ça te ferait un bon épisode. Qui d'autre? Tu pourrais aller voir Fanny de Fempo, qui elle aussi est une bonne storytelleuse et raconte bien. Fempo, c'est des culottes menstruelles, et ça cartonne ce qu'elles font, c'est trop bien. Cool. Je les aime trop. Elles sont balèzes, quoi, donc ça pourrait être intéressant, ouais. Ok, grave. très bien.
je pourrais penser à d'autres gens, je t'enverrai. Ouais, tu m'enverras une liste. Je t'enverrai une liste de 100 noms comme C'est ça. Carrément. Bah écoute, merci beaucoup merci à de toi. m'avoir accueilli ici à The Family. Puis à bientôt. Ouais. De prochaine, À bientôt, prochaine trop fois. cool. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.